Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je reçois dans le podcast Dorian Chiavarella. Il est le cofondateur de Hivency, une solution d'influence marketing qui a été revendue fin 2021 à un groupe américain pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est donc l'un des rares entrepreneurs français à avoir monté une boîte valorisée à 8 chiffres et à être devenu multimillionnaire à 30 ans en la revendant. Pourtant, Dorian vient d'un milieu modeste ouvrier avec des parents issus de l'immigration et habitant une petite ville de l'Est de la France au taux de chômage qui dépasse les 30%. Dorian n'a pas gagné au loto, mais c'est tout comme recevoir une telle somme d'argent du jour au lendemain, même si on a œuvré pour, bouleverse ses réflexions autour de l'argent. Et les sommes ont beau être hors normes pour la plupart d'entre nous, vous allez voir que les réflexions qui animent Dorian sont finalement très familières. Comment gérer l'argent dans un couple aux revenus déséquilibrés? Comment réagir aux nouvelles attentes de ses proches? À qui faire confiance pour placer de telles sommes? Comment arbitrer entre l'argent qu'on donne à ses proches, celui qu'on dépense pour soi et celui qu'on investit? Quelles nouvelles peurs émergent qui n'étaient pas là avant? En quoi cela change sa relation à l'argent de recevoir plusieurs millions ou pas? Dorian a fait de nombreuses interviews dans sa vie d'entrepreneur, mais il m'a confié que c'était la première fois qu'on lui posait toutes ces questions approfondies à propos de l'argent. Parfois, même lui d'ailleurs ne se les était pas posées. C'est ça la magie de Richissime, avoir un angle de discussion qui est à la fois nouveau pour mes invités, mais aussi nouveau pour vous, chers auditeurs. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie et vous retrouve à la fin de l'épisode. Hello Dorian! Hello! Comment vas-tu? En grande forme, et toi? Écoute, moi aussi, tu fais partie des premiers, des premières personnes que j'interviewe depuis ma reprise après le congé maternité. Donc, tu vois, je me remets en jambes tranquillement. Voilà, j'espère que je serai au niveau comme j'ai pu l'être par le Il n'y a, passé, je y a pas l'espère. de doute, hein, et encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Bon, est-ce que Dorian, tu promets d'être transparent, full transparent, rien que transparent pendant notre conversation où on va parler principalement d'argent, de thunes sur ce podcast? Écoute, je vais tout donner. Je vais faire le max pour être full transparent. Donc, let's go, hein. Parce qu'en fait, tu sais, quand je fais un peu de recherche avant qu'on se parle, tu as fait beaucoup d'interviews de fondateurs de start-up. Donc, Dorian, toi, tu as fondé une start-up. La particularité, c'est que tu l'as revendue. On va parler chiffres. J'ai l'impression qu'il y a un flou autour de ça. J'espère que tu vas pouvoir quand même être transparent, même si je sais que dans ce genre de situation, on signe des accords. On n'a pas toujours la liberté de dire ce qu'on veut. Donc, on va essayer. Tu me diras. Ouais, Mais tout ce que grosso je peux modo, dire, je vais ouais, te le dire. Après, c'est vrai que ok. généralement, tu signes un SPA sur certaines infos, mais dans la limite du maximum, je vais essayer de te donner les infos. Cool. Donc voilà, tu fais partie de ces fondateurs de start-up qui ont réussi à faire ce qu'on appelle dans le jargon un exit, c'est-à-dire que tu as réussi à revendre ta boîte pour probablement, mais on va en reparler, probablement plusieurs millions, je me trompe pas si je dis ça. Ouais, plusieurs dizaines. Ok, voilà, donc plusieurs dizaines de millions. Déjà, on a déjà un ordre de grandeur. On sait que c'est un nombre à 8 chiffres. Voilà, déjà, on a un ordre de grandeur. Et donc, déjà, c'est pas tous les jours en France qu'on a un fondateur de start-up qui a revendu sa boîte pour autant. Et puis, du coup, à la trentaine, millionnaire à la trentaine, voilà, ça rajoute un petit check. Allez, ça, je l'ai fait. C'était pas forcément une évidence de là où tu viens, on va reparler de tout ça, mais voilà, moi je me suis dit, en fait, je t'ai vu beaucoup, tu as été interviewé plein de fois par des médias d'entrepreneuriat, tech, start-up, etc.
On parle business, mais finalement, on parle jamais de thunes. Et moi, évidemment, c'est le podcast où on parle de thunes, donc j'avais envie de t'interroger sur tous ces sujets-là. Parce que finalement, encore une fois, on parle peu d'argent. Sujet d'argent est quand même un sujet relativement tabou en France. C'est pareil dans le business. Donc voilà, tu t'es spontanément proposé pour participer au podcast. Alors je me suis dit, j'espère que Dorian, il va jouer le jeu. Donc je te fais confiance, Dorian. Bah écoute, j'espère que tu seras contente à la fin du podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs dont je pense la plupart ne te connaissent pas? Moi aussi, je suis sûre que je vais découvrir des trucs. Avec plaisir. Dorian, 32 ans, issu de l'Est de la France, une petite ville qui s'appelle Bérennes-les-Forbach. Donc j'ai grandi dans l'Est de la France. Ensuite, j'étais parti en sport-études basket. J'étais à Longwy. C'était génial. Donc c'est quand j'étais en seconde. Je suis revenu ensuite de Longwy à Forbach pour faire la première et la terminale. On est toujours dans l'Est de la France? On est toujours dans l'Est de la France, mais c'est à peu près à 1 heure et demie de route. Okay. C'est frontière du Luxembourg. T'étais en internat du coup? Ouais, j'étais en internat. Okay. J'étais en internat. Assez tôt, quoi. Ouais, j'ai quitté la famille assez tôt, à 16 ans, et c'était génial, franchement, c'était une expérience incroyable. T'es avec tes potes, t'es en internat, tu sors, tu t'amuses. C'était super. On avait 2 heures de basket par soir, ça te permet de créer des vrais liens avec les personnes à l'internat. Et donc, je fais 1 année à Longwy, je reviens après sur Forbach, première, terminale, et ensuite, je pars en fac, je fais 2 ans à l'IUT de Nancy. Je fais mon bachelor en Lituanie, je fais un master à l'IAE de Poitiers, en intelligence économique, parce qu'à la base, je voulais travailler à DGSE. Donc, je me posais la question, justement, de tout ce qui était business intelligence, veille concurrentielle. Et ensuite, je fais un double master entre l'école de commerce de La Rochelle, donc aujourd'hui, ça s'appelle Excelia. À l'époque, c'était l'ESC La Rochelle, et l'IAE de Poitiers. Et après, je fais une 6e année à l'ESCP en école de commerce, spécialisation entrepreneuriat. Donc, j'ai pas mal bougé, comme tu peux le voir, dans les différentes villes de France, en Lituanie. J'ai énormément voyagé. J'ai fait une 30aine de pays en voyage. J'en profitais pendant que j'étais étudiant et j'allais sur Ryanair, je regardais les vols les moins chers et je partais. Et à l'âge de 25 ans, je lance Ivancy, donc sortie d'école de commerce. Et Ivancy, donc ça a dépassé les 100 collaborateurs. J'ai monté avec un seul associé, donc c'était Sylvain, c'était mon cofondateur qui était CEO et moi j'étais CEO de la boîte. Et donc Ivancy, c'est une plateforme d'influence marketing qui permet de faire des collaborations sur tous les réseaux dans tous les pays du monde pour 3 thématiques principales: cosmétiques, mode et food. On a fait 7 millions d'ARR, on a levé 6,5 millions d'euros, 4 millions en dilutif, 2,5 millions en non dilutif. Alors là, t'es sur un podcast de gens qui sont pas tech, alors tu commences à parler d'ARR, etc. Ok. Allez, on va essayer de simplifier ça, mais c'est intéressant, tu vois, déjà. On va peut-être pas expliquer tous les termes, mais c'est intéressant parce que, en plus, tu vois, on rentre dans un sujet, moi, j'ai été dans le milieu des startups, j'en suis sortie. Et ce truc des chiffres, des métriques qu'on balance comme ça, c'est un petit peu... c'est assez caractéristique du monde de la start-up, des fois un peu pompeux, je te le cache pas. Je fais tant de MRR ou de ARR. Donc, ARR, c'est Annual Recurring Revenue. Donc, c'est on parle pas de chiffre d'affaires dans les métiers qui font de l'abonnement. C'est ça, en exactement. Gros. Et donc, et c'est bien parce que tu l'as dit avec l'accent, en plus. Ah bah attends, moi American in the style. Non, effectivement, en fait, on parle pas de chiffre d'affaires dans les business qui font de l'abonnement dans la tech. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, pour les non-initiés, c'est pas tout à fait comme le chiffre d'affaires, mais on peut considérer que voilà, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires, mais on comprend, c'est le revenu récurrent annuel. Exactement. Voilà. Et tu as parlé de levée de fonds aussi, bon, ça, on comprend un petit peu plus, de dilutif et de non-dilutif. Vas-y, je te laisse expliquer. Le dilutif, quand les investisseurs prennent des parts en fait, du capital, et le non-dilutif, c'est qu'on va aller chercher BPI, on va aller chercher la banque. Ce sont des subventions. Sur des subventions, il y a soit de la dette, de prêt. soit des subventions. Exactement, donc c'est un mix de tout. Et donc cette société-là, on l'a revendue après un fonds d'investissement américain en octobre 2021, et ensuite j'ai lancé Zelic. Donc Zelic, une plateforme à destination des commerciaux, et on a levé 5 millions d'euros en 2 semaines, après seulement 5 mois de création de la société. Ouais. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, là, tu vois, parce que ta présentation, elle me replonge tellement dans mes années start-up.
tu vois, toi qui es là-dedans, c'est vachement d'écrier de mesurer le succès de l'entrepreneur au montant où il a levé, au nombre de collaborateurs qu'il a eu dans sa boîte. Pourtant, ça fait partie de ton storytelling, ça fait partie de ta présentation. Et il y a une partie de moi qui me dit, en fait, je comprends totalement qu'on puisse être hyper fier de ces choses-là, parce que déjà, gérer une boîte de 100 collaborateurs, monter à 100 collaborateurs, gérer une boîte de 100 collaborateurs, je veux dire, c'est pas rien. Réussir à lever des fonds, c'est pas rien. Donc t'as les gens qui vont un peu te spoil le game en te disant ouais non mais c'est pas du tout une réussite de lever des fonds, c'est juste tu vois, c'est juste une boîte qui est lourde de dettes ou qui a réussi à emprunter de l'argent, waouh, c'est pas une mesure de succès. Tu vois, il y a un peu tous les discours, je suis un peu entre les deux, c'est un peu agaçant effectivement qu'on célèbre tout le temps les levées de fonds et puis qu'à un moment on parle pas du fond de la finance de la tech. Et en même temps, je comprends qu'on puisse être fier parce que c'est quand même un accomplissement parmi d'autres. Du coup, voilà, je te pose la question, sans bullshit, encore une fois. Où est-ce que tu te situes dans tout ce discours-là? Quand tu me dis où est-ce que je me situe, Qu'est-ce que c'est t'en par rapport penses? qu'est-ce que j'en pense par rapport à la fierté, par rapport au lever, c'est ça la question? Ouais, c'est... Moi, je pense que la levée de fonds, c'est une des clés de succès. Ça aide en tout cas, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire que moi, je connais des très bons entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont fait des très belles boîtes sans avoir levé des fonds. Moi, je le dis parce que ça fait partie de l'aventure en fait qu'on a pu avoir avec Ivancy ou avec Zelic, mais c'est une clé de succès parmi tant d'autres. Ça veut pas dire parce qu'on lève des fonds qu'on va réussir, ça veut pas dire parce qu'on lève pas de fonds qu'on va pas réussir non plus. Donc moi, je le mets dans mon storytelling parce que c'est le cas, ça fait partie de mon histoire. Et si j'avais pas fait de levée de fonds, je te l'aurais dit aussi. J'ai monté une boîte, j'ai pas levé de fonds, j'ai X collaborateurs. Non, je pense Mais t'as que raison, c'est marrant en fait que le fait j'ai levé ou j'ai pas levé, tu vois, tu peux le tourner dans tous les sens dans ton storytelling et en fait ça marche toujours. Lever des fonds, c'est impressionnant. Réussir sans lever de fonds, c'est hyper c'est impressionnant impressionnant aussi. aussi. Ouais, et Mais j'adore. tu vois, il y a quand même un truc autour des nombres, des chiffres. Et au final, toi et moi, on connaît tous des boîtes qui ont aussi levé des fonds et qui sont parties au tapis. D'ailleurs, la Énormément. majorité des boîtes qui se lancent, tu vois, j'ai reçu Éric Larchevêque dans le podcast il y a quelques semaines et il disait, en fait, lui, en tant qu'investisseur, quand il met de l'argent dans 10 deals, s'il y en a un qui le rapporte gros, voilà, il est déjà hyper content, quoi. C'est son ratio à lui, alors qu'il a accès à un super deal flow d'investissement. Et donc, ça veut dire que les 9 autres ont marchoté à peu près, ou alors sont allés au tapis, et pour autant, c'est quand même des boîtes qui ont levé des fonds. Donc, tu vois, comme quoi, je comprends les gens qui disent c'est pas un... En tout cas, c'est pas un facteur... Enfin, si c'est un facteur de succès, parce que sans ces montants-là, des fois, tu peux avoir du mal à développer ta boîte, mais c'est pas un marqueur de succès. Tu vois, il n'y a pas de relation de cause à effet entre j'ai levé des fonds et donc ma boîte va forcément Ouais, ça marcher. dépend de tellement de choses. Ça dépend de ton secteur d'activité, ça dépend du style d'entrepreneur que tu veux être. Tu as en fait, des secteurs où tu n'as pas besoin de lever des fonds et tu peux très bien te développer et faire une très belle boîte. Ça dépend de ta philosophie, ça dépend. Est-ce que il y a une intensité aussi sur ton marché? Est-ce que c'est concurrentiel? Est-ce qu'il y a un momentum? Quel est ton go-to-market? Il y a un tas de questions à se poser aussi pour savoir est-ce que j'ai besoin de lever de fonds ou j'ai pas besoin. Admettons que tu aies besoin de développer un produit fini qui coûte énormément, tu vas avoir besoin de lever de fonds. Sur certains outils tech, tu peux réussir à faire un POC et à le développer sans avoir beaucoup d'investissement. POC, c'est Donc voilà. Proof of Concept. Ouais, exactement, c'est ça. Euh, Est-ce que quand tu as lancé Ivancy, alors peut-être pas au moment où tu l'as lancé, mais à quel moment tu t'es dit c'est une boîte que je vais pouvoir revendre déjà? Est-ce que rapidement tu t'es dit il y a un tel potentiel, moi je veux lancer ça, je veux la revendre et après ça m'amusera de passer sur autre chose, tu vois, j'empoche la thune et ça m'amusera de passer sur autre chose, ou est-ce que tu te voyais garder Ivancy 15 ans, 20 ans, 30 ans, en faire une licorne, en faire une boîte qui a grossi, ce qui est assez rare en France.
C'est même pas le coup de la licorne. C'est assez rare des entrepreneurs qui vont garder l'aventure entrepreneuriale pendant très très longtemps. Est-ce que tu savais déjà que tu allais avoir cette trajectoire où, tu vois, au bout de quelques années, tu allais la revendre si possible ou pas? Ouais, je le savais, hein. Je savais C'était déjà déjà ton objectif. c'était déjà l'objectif, mais pas de la vendre au bout de 5 à 6 ans. En fait, l'objectif, c'était justement de faire cette licorne-là. Le marché aux États-Unis s'excitait. On avait une solution qui s'appelle FameBit qui avait été rachetée par Google sur un super beau montant. Donc, racheté par Google, ingéré par YouTube et ensuite développé. Et ça, c'était Et avant Eventy ou c'était un side product c'était en même temps. Ok. C'était en même temps que mon lancement, donc il y avait toutes ces choses-là qui se passaient aux États-Unis. Et ce que je m'étais dit, c'est que l'influence marketing, ça fonctionne. Moi, j'avais pu le tester dans mes précédentes expériences où je vendais des ceintures de pantalon, des arcs, des lance-pierres. Et en fait, il y avait des distributeurs qui revendaient cette C'est ça. ceinture-là. Et je m'étais Ok. appuyé sur des YouTubers. Et donc, quand j'envoyais ces produits aux YouTubers, je mettais un code promo et je voyais le chiffre d'affaires que ça apportait. Mais C'était donc, je des m'étais produits, dit, c'était du dropshipping avec non, l'influence marketing? Non? Ok. alors, c'était même pas du dropshipping, c'est Ok. produit français. La ceinture de pantalon s'appelle T-Belt, T-Y-B-E-L-T. Et avec cette ceinture-là, elle résiste à 2200 kilos, tu peux tout faire. Donc, tu peux faire tracter une voiture en panne, tu peux faire du rappel si t'es militaire. Tu peux vraiment tout faire, tu vois. Ah, C'est c'est pas la le ceinture produit de costume, multifonction. quoi. C'est pas la ceinture de costume. Donc, tu as des normes ISO derrière. Non, on a un bon produit français et bien fait. Et donc, pour développer la notoriété de ce produit-là, donc je l'avais envoyé à des influenceurs et j'ai mis un code promo. Et en mettant le code promo, je m'étais rendu compte sur le PrestaShop qu'il était énormément utilisé le code Hmm. promo. Donc l'influence marketing fonctionnait. Je te parle de ça, c'était en 2013-2014, donc c'était les débuts de l'influence marketing aux Ouais. US sur YouTube. Et donc, je m'étais dit, ça fonctionne super bien, mais ça me prend énormément de temps de contacter les influenceurs Hmm. manuellement. Il faudrait que je travaille un outil digital qui me permet en fait de diffuser les collaborations à l'échelle internationale et assez rapidement. Et donc, j'ai gardé l'idée dans un coin de ma tête. J'ai monté différentes boîtes entre-temps pendant mes études. Et quand je suis arrivé en Master Sp entrepreneurial à l'ESCP, j'ai commencé à bêta-tester cette idée-là et à la lancer. Ok. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Mais donc, pour revenir à ta question de base, oui, je savais que j'allais vendre la boîte. Je savais pas au bout de combien de temps. Je pensais pas que j'allais la vendre au bout de 5 ou 6 ans. Donc, je pensais que j'allais la garder quand même 9 à 10 ans, qui est la moyenne, hein, quand les boîtes se vendent. Généralement, c'est au bout de 9 à 10 ans. Et c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Alors, Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à vendre? Est-ce que c'était l'offre était irrésistible? Ou peut-être que tu étais dans un moment de ta boîte où tu dis, ok, ce qu'il faut faire pour l'amener au niveau d'après, je suis pas sûre d'avoir envie de le faire, ou pas sûre d'avoir envie de le faire avec ce projet. Tu vois, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à vendre à ce moment-là? ouais, alors plusieurs choses. Première des choses, j'étais pas passionné par l'influence marketing. Ok. C'est-à-dire que c'était pas un sujet passion. Je me réveillais pas le matin en me disant, ah, ouais, génial, je fais de l'influence marketing. Je trouvais qu'il y avait un business, ça fonctionnait, c'était dans l'air du temps. Je voulais monter une boîte, je voulais réussir financièrement parlant parce que je viens d'une famille modeste dans une cité, une petite cité dans l'est de la On France. va en reparler, Et t'inquiète. on va en reparler, ok. Et Ton donc, background nous intéresse sur ce podcast, évidemment. ce que je me suis dit, c'est ok, il y a un go-to-market, donc il y a une entrée sur le marché possible. C'est le bon business, il faut y aller. Mais sans passion derrière. Une passion pour l'entrepreneuriat, parce que j'avais déjà monté d'autres boîtes avant, mais j'avais pas Hmm. une passion pour l'influence marketing. Donc, ce qui m'a poussé à vendre, c'est que j'étais pas passionné par le secteur d'activité, même si je trouvais Ouais. ça hyper intéressant et ça fonctionnait pour les marques. Deux, ben, je m'étais quand même dit, ok, si on me propose un certain montant, ben, c'est bien de me sécuriser et de sortir pour mettre à l'abri ma famille. Quel montant tu t'étais donné? Ça, tu peux nous le dire. Le montant où tu te disais, ouais, si j'ai une offre au-dessus de ça, compliqué de refuser. Ouais, je peux te dire le montant que je m'étais dit, si je l'ai dans la poche, je vends. Et je m'étais dit que si je prends au-dessus d'1 million, 1,5 million, je commence à réfléchir à l'offre. Et au moment où vous avez vendu, t'avais encore combien de parts Il nous restait dans 50% Ivancy? du, 50% du capital. En fait, on Ok, était donc deux 25-25 cofondateurs, 25-25. Ok, d'accord. Donc, t'avais un quart, donc t'as un quart du montant du rachat. Hmm. Et donc, ah oui, donc clairement, l'offre a excédé, enfin, ce Ouais, que tu as l'offre, récupéré a largement excédé les 1 million, 1,5 million.
Ouais, exactement. Après, le million 5, c'est ce qu'on se disait quand on était encore sur nos chaises d'étudiants. Tu Ok, vois, on se disait, d'accord. bon, on monte une boîte, si on arrive à gagner chacun un million, être millionnaire, on la boîte en avant. Donc ça, c'était... Ju- Justement, c'était le cap symbolique du millionnaire qui vous faisait kiffer. Euh, c'était un peu au doigt mouillé ce truc, tu Ouais, vois. C'était... clairement, non mais c'était clair, c'était clairement au doigt mouillé, il y avait aucun calcul savant derrière ça. C'était juste de se dire on se met à l'abri financièrement. Avec 1 million d'euros, on peut faire des réinvestissements, on peut faire de l'immobilier, on peut faire de la start-up, des fonds d'investissement, on peut faire un tas de choses. Attends, faut Et que je ap- t'arrête là, parce que est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec 1 million d'euros, tu te mets à l'abri? alors je pense qu'avec 1 million d'euros, tu peux faire énormément de choses, Bon, on est d'accord. mais je conseille de continuer de travailler. Non, mais concrètement, tu vois, j'ai eu le même discours avec Éric Larchevêque qui me disait que à 30 ans passés, sa première boîte, il l'avait revendue et lui, il avait récupéré un peu plus de 5 millions à peu près à cette époque-là. Et ouais, il est cash, il me dit tu fais rien avec 5 millions. Je fais oh, Eric, attention parce que voilà, parmi les gens qui nous écoutent, c'est des sommes qui sont colossales. Mais il me dit mais oui, je l'entends et il n'y a pas de souci. Mais par rapport à mes ambitions, ce que je voulais faire, etc., ça pouvait pas être la fin du jeu, quoi. C'était à peine le début de la récré. Ouais, Euh, je le comprends. En fait, et aujourd'hui, donc, bon, t'as touché plus que ça. On va essayer d'affiner après le chiffre. Mais concrètement, tu vois, moi je me dis 1 million, ça t'achète pas ta maison de rêve dans. Enfin, je sais pas si tout le monde rêve d'une maison dans le sud de la France. D'ailleurs, c'est même pas mon rêve. Mais concrètement, et c'est pas forcément smart non plus d'acheter sa maison de rêve cash. Mais quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément. Voilà, rapidement, ces 1 million là, ça te fait pas vivre toute une vie, quoi. Encore une fois, sauf ouais. si tu veux vivre, si tu veux te la couler douce, arrêter de travailler, vivre T'as- petitement, effectivement, parce que sinon, une fois que tu as acheté ta baraque, il te reste plus grand-chose comme liquidité, quoi. Non, mais t'as plusieurs questions que tu dois te poser déjà. C'est quel est ton niveau de vie? Mm. Admettons que tu arrêtes de travailler. Ben, combien tu as besoin par mois de dépenser et combien de temps tu vas tenir avec ce million-là? Le million que tu as réinvesti, combien tu arrives gagner derrière? C'est-à-dire, est-ce que tu as la capacité de gagner du 6, du 7%? Est-ce que tes investissements peuvent te rapporter du 12, du 15%? Ce qui est beaucoup hein, à l'heure actuelle. Donc, avec l'inflation, ben, finalement, ton million, il va devenir... est-ce que tu vas perdre 5 à 6% de sa valeur si tu investis mal ton argent? Donc, il y a énormément de questions à te poser. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ton million, tu peux faire des leviers bancaires. Donc, ta maison de rêve dans le sud de la France ou dans le nord, quel que soit dans l'endroit, ou même dans d'autres pays, hein, tu peux te dire, ben, 1 million d'euros, tu mets 300 000 d'apport, la banque te finance le reste, et finalement, tu payes un crédit de 3 ou 4 000 euros par mois. Mm. Bon, tu peux faire quand même pas mal de choses, donc ton million peut se transformer en 3 millions, par exemple, tu vois, d'un point de vue patrimonial, si tu regardes sur quelques années. Là où je rejoins ce que Eric il a pu dire sur les 5 millions. Alors c'est une somme conséquente. Tu peux faire énormément de choses avec, mais ça dépend de ton ambition. Ça dépend de ton ambition, ça dépend de qu'est-ce que tu as envie de faire derrière. Est-ce que tu as envie d'arrêter de travailler? Est-ce que tu as un projet de remonter une nouvelle boîte et tu l'autofinances toi-même? Est-ce que tu as un projet aussi de faire une donation à ta famille, à tes amis? Après, dans l'ordre du maximum, tu vois, c'est capé. Hein, c'est 100 000 euros par parent et 15 000 euros par frère et sœur. Mm. Au-dessus de ça, tu vas commencer à... Tu payes des impôts dessus si tu veux faire une autre donation. Alors, c'est Euh, eux qui payent des impôts d'ailleurs. oui, oui, tu payes des impôts dessus. Après, oui, ils payent, mais toi, tu peux payer à leur place. C'est ça, Tu enfin, peux... quelque part, finalement, tu peux aussi leur donner plus et une partie de cette somme servira à payer Ouais. les impôts Mais, qu'ils ont dessus. Mais mais les 100 000 c'est euros par... intéressant, ça, l'histoire de la donation. En fait, je voulais pas y venir maintenant et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard parce que j'ai tellement de questions à te poser. Mais de ce que tu as fait avec cet argent, clairement, ça fait partie des questions que je me posais après parce que c'est pas tellement ce que tu as fait avec que toutes les réflexions qui se sont probablement posées à toi au moment où cette somme est réellement arrivée. Euh, mais je voulais revenir sur FameBeat, hein, c'est ça? Ouais, Famebits, ouais. Ouais. Du coup, avant Evency, tu avais déjà vendu une boîte et tu dis Euh, que tu l'avais bien vendue à Google. alors non, non, Famebits, c'était une boîte américaine
qui Ouais. s'est revendu à Google. Et nous, on avait regardé ce que FameBit faisait. Et donc, on a décidé Ok. de lancer Ivancy parce qu'on avait l'expérience de l'influence marketing avec les ceintures. Et donc, on est Ok, rentré sur j'ai pas du tout compris. J'ai cru que vous aviez deux boîtes en parallèle et que c'était un petit projet que vous aviez revendu. Ok. Non, non, du tout, pardon. En Mais fait, vous aviez l'expérience que ce truc-là se soit hyper bien vendu à voilà, Google. exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait vu une boîte américaine qui s'est super bien revendue. Et nous, on arrivait sur ce marché-là français en voyant l'exit qu'avait pu prendre cette société américaine. Ok. Reparlons de l'exit d'Ivancy du coup. Plus ou moins de 50 millions? Moins. Ok. Et on s'approche. Je suis plus ou moins de 40 millions. Je suis pas sûre que tu vas pouvoir jouer à ce jeu-là pendant très longtemps. Ouais, c'est compliqué après. Est-ce que tu peux... pourquoi les montants sont secrets? Ouais, alors le montant, t'as pas le droit de le communiquer dans ton contrat de vente. Pourquoi? Alors, moi, j'ai demandé à ce que ce soit communicable, hein, parce que j'étais fier, donc je me suis dit, je vais le communiquer, c'est génial, on va avoir des articles dessus, ça m'aidera pour la suite. T'as pas le droit de le communiquer parce que ça donne des indications du montant auquel rachètent les sociétés ou les fonds. Donc, c'est-à-dire que ça donne une market practice, quoi. Ok, le fonds, Ouais. ce fonds-là rachète X fois ce chiffre d'affaires ou cet ARR, tu vois, comme tu as pu l'expliquer avant. Ça donne une référence. Ça donne une référence. Et les gens veulent... Enfin, les fonds veulent brouiller les pistes pour rester maître de la négociation, j'imagine, dans leur deal. En fait, c'est une métrique qui reste importante pour eux, et donc c'est compliqué de pouvoir la dévoiler, Ok. et ça fait partie de la stratégie, en tout cas d'acquisition, ce que je comprends. Ok. Hein. La Mais je métrique pense que en question, c'est la valorisation par rapport au au chiffre de- fameux ARR. Exactement, le multiple. On pourrait... Enfin, ça aurait été la même chose si on prenait comme référence le chiffre d'affaires. De toute façon, ça reste un calcul. Mais effectivement, c'est combien une boîte dans la tech peut être valorisée en fonction de l'ARR ou du chiffre d'affaires. Et c'est vrai que c'est un nombre secret. J'imagine que les gens qui sont un peu plus dans le milieu que moi arrivent à avoir des estimations quand même, parce que même si c'est Ouais, des chiffres qui sont pas publics, évidemment, ça reste c'est des pas chiffres public, c'est pas public, on n'a pas d'article sur ce sujet-là. Mais bon, si tu creuses pas mal, ou tu peux réussir à avoir une fourchette, je Non, pense. mais Après, déjà, toi, tu as la donnée. Donc, toi, tu as Oui, la moi donnée. j'ai Et la donnée, ouais. puis, si tu en discutes avec... Il y a d'autres entrepreneurs qui en sont fait racheter leur boîte, qui ont des données. Et puis, en fait, si vous discutez et que vous croisez des infos, il y a quand même toujours des gens qui finissent par avoir ces montants-là. Oui, Ok. l'info parfois peut fuiter. J'essaye de faire attention quand même. Mais... Donc, quelque part, on imagine que, allez, si leur achat, il se situe aux alentours de... Je dis 40 millions, mais ça se trouve, c'est pas ça. Mais grosso modo, ma fourchette à moi, dans ma tête à moi, c'est probablement quelque chose entre 20 et 40 millions. Donc, ça fait que pour toi, on est entre T'es 5 et 10. là-dedans. Oui, de toute façon, t'es Voilà. là-dedans. On est entre 5 et 10 pour toi en perso, de toute façon, c'est ça? Oui, on est aux alentours, dans ces alentours-là. Ok. Ah, c'est pas mal, parce que pour les gens, déjà, tu vois, 5 et 10, on n'ira pas plus loin, je te promets, je vais pas essayer de te tirer les verres du nez. Mais concrètement, donc, 5, quand tu commences à prendre conscience que tu vas toucher ces sommes-là, Qu'est-ce qui se c'est passe? quoi le max que tu jamais eu sur tes comptes en banque à ce moment-là? J'étais à moins 25 000 euros parce que je devais payer mon prêt étudiant. Ouais, mais ton prêt étudiant, il y a des mensualités. Bah, tu veux dire que tu avais une dette de 25 000 euros sur ton prêt étudiant, J'avais une dette de 25 mais 000 sur tes euros. comptes, tu devais avoir... Non, mais sur mes comptes, j'étais à zéro chaque mois. Hein. C'est simple, hein, tu vois. Je payais mon crédit 500 euros par mois. Je Ton me crédit payais étudiant, mon c'est crédit ça? étudiant, donc je Ouais. payais 500 T'étais euros par locataire? mois. J'étais locataire. Tu l'es Je toujours? payais... Non, je suis propriétaire, donc là j'ai acheté. Ok. Mais tu vois, quand j'étais étudiant, je payais 1175 euros par mois, mon 35 mètres carrés à peu près. Donc j'avais les 500 à rajouter. Et ensuite, il y avait le salaire que je me versais avec Ivancy qui complétait. Mais ouais, je finissais chaque mois, j'étais à 0, 200, 300 euros, quoi. Combien tu te versais en salaire? Ça, c'est intéressant. J'ai posé la même question à Eric Larchevêque.
Il y a Ouais. aussi vachement de flou autour du salaire des fondateurs de start-up. Et donc, 8 millions d'ARR, hein, tu disais. 7 à la fin. 7. 7 millions. Ouais. 7 à la fin. Et donc, c'était quoi ton niveau de rémunération à la fin? À la fin, j'étais à 145K. Brut annuel. Brut annuel, en salaire. Ok. Allez, ça fait quoi? 100 en net annuel. Donc, ça fait un peu moins de... Mais avec les Un peu moins de 10? impositions, ouais, beaucoup Ah ouais, moins. avant, avant impôt, avant impôt, ça devait être 9 et quelques. Après Non, impôt, t'es à 7. 7, 8? Ouais, t'es à 7-8 à peu près. 7, Ok. 7200 ou 7300 euros. T'es dans ces zones-là après impôt. Ok, donc net mensuel, 7000, max 7005. Précisons que du coup, t'as pas d'enfant à ce moment-là, c'est pour Non. bientôt, mais c'était pas encore. Donc effectivement, t'as pas de bonus fiscal particulier à faire valoir sur ta feuille d'imposition. Ok, et donc, alors la plupart des gens vont se dire, attends, 7002. Il avait son loyer, tu vivais déjà en couple, donc il y avait aussi le revenu de Mais là, ta femme, là, femme t'étais à... travaille. Ouais, ma femme travaille, mais là, t'es Ouais. 6 ans après la création de ma boîte. Ouais. Ouais, Donc mais en tu fait, dis que t'étais toujours à zéro. eh ben attends, alors si je remonte, regarde, je me suis payé. D'abord, je me payais pas, j'avais le chômage parce que Ouais. j'avais été en alternance à l'époque, donc j'ai eu le chômage. Je me suis pas payé pendant 6 ou 8 mois. Je me paye en freelance à peu près 35K. Je me paye Ouais. ensuite du 50K, tu vois, 50K en année 2. Ensuite, j'étais à 80K en année 3, 100K en année 4. Et après, j'étais au 145 à la fin, au moment où j'ai été racheté à peu près. Mais tu vois, avant tout ça, tu as eu déjà 3 à 4 ans où en fait, donc, tu as ton crédit, tu as ton loyer, donc tu as, il y a la nourriture, il y a tes voyages, il y a tes activités. Et donc finalement, ben, ça s'équilibrait. Et après, avec 7 000 euros, bah, tu comptes, tu prends un appartement à Paris qui fait 65 mètres carrés, on va dire en location, tu vas être à 2 300 euros. Tu rajoutes le crédit que tu dois toujours payer à côté, donc t'es à 2008. Suffit que tu as un autre crédit que tu as fait, bah, on va dire tu as 3000 et quelques. Tu rajoutes les restos, le coût de la nourriture, tes courses, tu rajoutes bien 500 800 euros pour 2 personnes. Et ça va vite, hein. Et après, tu pars en voyage tous les 3 mois, t'as la Ben chance voilà. de On partir un y peu en vient, voyage. Dorian. Voilà, Non, c'est. concrètement, non, mais en fait, ce qui est, tu vois, quand tu donnes les chiffres, c'est quand même assez incroyable. Tu vois, il y a peu de gens qui ont une telle progression. Tu passes de donc 35, 50, 80, 100, 145 en l'espace de 5 ans. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tu as adapté ton train de vie, tu as calqué ton train de vie à tes revenus. Et finalement, l'épargne, pendant tout ce temps-là, t'es pas vraiment un sujet pour toi. Non, l'épargne n'était pas vraiment un sujet parce que je travaillais tellement que j'avais besoin d'avoir un confort aussi Hmm. pour me dire, bah, je sais pourquoi je travaille. Donc, le sujet n'était pas sur l'investissement parallèle, on va dire, à la boîte. Le seul investissement que j'avais, tous mes actifs, c'était dans la boîte. Donc, j'avais pas il y avait aucune chance d'échec, en fait, tu vois. Je devais réussir, j'avais pas le choix. Et donc, Mais, c'était compliqué de faire d'autres choses en parallèle de la boîte, vu que je faisais déjà 150% de mon temps, c'était la société. ouais, mais ça, j'imagine bien, mais effectivement, t'as pas éprouvé le besoin de te sécuriser en mettant un petit matelas de côté. En fait, tu vivais vraiment sur tout ce que tu rentrais, quoi. Ah ouais, ouais, j'avais zéro matelas de côté. J'avais rien. À la fin, quand je t'ai dit les 100 et les 145K, là, je commençais à épargner, parce que tu vois, à 100K, j'avais toujours pas vendu la société, donc je commençais à épargner. Mais ouais, t'épargnes en fonction de ton niveau de vie, mais tu peux mettre 1000 euros de côté après à la fin. Par Donc à la mois? fin, ouais, par mois, ce qui est énorme, hein, tu vois, c'est beaucoup et tu te rends compte je sais la chance que j'avais. Mais C'est pas forcément énorme par rapport, parce que là, tu dis 1000 sur ton revenu à toi. Après, ça dépend si vous raisonnez en tant que foyer. Là, non, je vais pas aller jusqu'à te demander les revenus de ta femme. On va peut-être pas abuser. La pauvre, elle a rien demandé. Mais effectivement, tu vois, ne serait-ce que 1000 sur 7000,
le ratio est pas forcément énorme. Mais par contre, si tu dis 1000 en absolu comme ça, pour la plupart des gens, c'est effectivement déjà beaucoup. Ouais, Tout à fait, c'est tout à fait beaucoup d'accord. déjà. C'est pour ça que je dis quand même, je sais la chance que j'avais, mais j'épargnais pas énormément non plus, tu vois. Je voulais mettre un confort de vie qui me permettait de continuer de bien travailler, de rester impliqué et de tenir, parce que mine de rien, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est les montagnes russes, et il faut que tu tiennes pendant ces quelques années. C'est intense. On avait calculé, tu vois, mais on s'était dit, alors, les 3 premières années de boîte, si j'avais calculé un CDI, de se dire, bah, je fais 9 heures du matin, midi, 14 heures, 18 heures, en 3 ans, on avait fait 8 ans de travail, quoi. Quand tu Et cumules puis tes alors, je heures, te quoi. parle même pas de si tu C'est- ramènes ton taux horaire, si tu calcules ta rémunération à ton... Enfin, si Non, tu mais fais le ratio, pardon, c'était entre cata. ta rémunération et ton taux horaire, tu te rends compte que les entrepreneurs, des fois, se sont payés bien en dessous du SMIC horaire. Ah, mais clairement, c'était catastrophique. Ouais. Là, ça, c'est Ben, marrant de se rendre compte de ça. Mais il y a plein d'employés aussi, de cadres qui sont au forfait. Et en fait, quand tu ramènes leur rémunération à leur ratio horaire, je dis ça, tiens, c'est marrant, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé avec mon mec dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Mais clairement, voilà, il fait aussi partie de ces cadres qui font beaucoup d'heures, comme plein de gens en France, tu vois, il n'y avait pas que les entrepreneurs, et qui finalement, ramenés à leur taux horaire, sont rémunérés en dessous du SMIC horaire, quoi. Des fois, ouais. on se dit, non, mais du coup, mais pourquoi je fais ça? Faut se le rappeler. On avait fait ce calcul-là et on s'était dit, on va arrêter de calculer. C'était catastrophique, mais ouais, quand tu bosses de 8 heures du matin à 2 heures du matin, du lundi au dimanche, sans vacances, sans week-end, pendant Mm. quelques années, bah là, tu te rends compte que finalement, ton taux horaire, il est extrêmement bas. Euh, Alors, mais du bon. coup, euh, aujourd'hui, est-ce que quand tu as reçu ces sommes-là, est-ce que tu t'es dit, OK, bah, je vais me constituer une bonne fois pour toutes un matelas de sécurité? Ou est-ce que l'épargne n'est toujours pas un sujet pour toi, quoi? Non, maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que avant, l'épargne était déjà un sujet, parce que je savais que ça allait arriver, mais j'attendais le moment. Donc, après, une fois la vente, premièrement, tu vas me poser la question, qu'est-ce qui se passe quand tu as de l'argent? Bah, tu as peur. Quand tu pas d'argent sur Hmm. ton compte en banque et tu reçois de l'argent, tu as peur. C'est qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Comment je le réinvestis? Où je le réinvestis? Quels sont les investissements intelligents? Voilà, c'est toutes les questions que tu vas devoir Qu'est-ce te qui t'est poser. Mais venu en tête en premier? Tu sais, on s'est tous déjà posé la question, et si tu gagnes au loto demain, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? C'est pas le loto, mais il y a le même effet de un jour sur mon compte, je reçois entre 5 et 10 millions, hein. Quelles sont les premières choses que tu as fait? Donc déjà, tu as flippé. ouais, déjà, tu flippes. Dis-moi un peu, tu vois, je suis hyper curieuse de connaître le processus, même enfin voilà, toutes les émotions que tu as ressenties à ce moment-là, quoi. Ouais, ben, tu reçois l'argent, tu regardes ton compte bancaire, tu fais un screenshot, tu te dis waouh! Yeah, tu l'as envoyé qui? Tu l'as envoyé à qui le screenshot? Je l'ai envoyé à mon cofondateur parce c'était tous les Ouais. deux, quoi. Donc, on se l'est envoyé, on s'est dit, ah, pas mal. Tes Ensuite, parents? Tu l'as envoyé à tes parents? je sais plus si je l'ai envoyé à mes parents, je crois pas. Ta femme? Je leur ai dit, hein, mais ouais, ma femme, elle était à côté, donc Ok. elle le savait. Mais donc j'ai flippé. Ensuite, j'ai fait Qui veut gagner des millions, dans le sens, j'ai fait l'appel à un ami, quoi, tu vois. C'est bon, les gars, vous êtes passés par là, tu vois. Qui t'a Qu'est-ce que. appelé? Ah, si t'as un nom à me donner, je veux bien, mais J'ai j'ai appelé des quel est business le... angels. J'ai Ok, appelé des business angels que j'avais à mon capital. ok. Et donc, je leur ai dit, bon, je suis dans la même situation que vous, maintenant. Et vous le savez, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, quoi. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Quel type d'investissement? Est-ce que vous avez des contacts avec qui je dois discuter pour apprendre des choses? Ouais, et justement, ils t'ont conseillé directement ou ils t'ont conseillé des gens? Les deux. Ok, C'est-à-dire que eux, en fait, je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez fait? ok. Donc, quoi vous avez investi votre argent? Est-ce que vous avez des bons plans? Est-ce que c'est des assurances vie? Est-ce que c'est des banques privées? Est-ce que c'est de l'immobilier? Quel est le Ouais, pourcentage, en fait, que vous attribuez entre l'immobilier, entre le risqué, le non risqué? ouais. Et donc, je posais ce type de questions. Euh, Ensuite, bah, j'ai rencontré des banques d'affaires, j'ai rencontré différents types de banquiers. Ma banque aussi qui m'a toujours suivi, tu vois, même quand j'étais à la dèche auparavant.
Donc, je les ai contactés, j'ai discuté avec. Et de fil en aiguille, en fait, tu commences à comprendre qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent. Après, T'as ça pensé quoi dépend. de la qualité de tes interlocuteurs d'ailleurs? Bah, ça varie. En fait, je trouvais pas que ça varie en fonction des banques, ça varie en fonction de l'interlocuteur. Hmm. Mais écoute, t'as des personnes hyper douées. Après, ça dépend de qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton argent, tu vois. C'est quoi ton goût au risque? C'est une des questions qu'il faut que tu te poses. Est-ce que, en fait, tu veux investir dans la bourse? Mais c'est un investissement plutôt long terme, parce que la bourse, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, ça monte, ça descend, donc tu t'investis plutôt à long terme. Et il y a des moments, il faut s'y connaître ou avoir un bon banquier d'affaires. Tu vas avoir un gestionnaire de patrimoine pour voir qu'est-ce que tu peux faire également à côté. Hmm. Est-ce que tu veux le faire avec un gestionnaire ou est-ce que tu veux le faire en direct? Est-ce que tu te dis, ben, sur les 100% que tu as, est-ce que je vais faire du 70% non risqué et 30% risqué? Un peu comme des assurances vie, tu vois, tu as le fonds euro, généralement on dit 70% en fonds euro, en non risqué et 30% en risqué sur de la bourse pour compléter ton fonds euro. Est-ce que tu fais des SCPI? Euh, Il y a énormément de sujets qui viennent sur la table et Ouais. il faut que tu vois qu'est-ce que toi tu as envie de faire. Ça Est-ce que tu as dépend. éprouvé le besoin de d'osser ton niveau de jeu, d'osser ton niveau de connaissance sur ces sujets-là? Est-ce que tu te dis, Clairement. bah, moi, je préfère déléguer ou attends, peut-être avant d'avoir des vraies discussions avec des gens, peut-être que là, moi, je sais les ARR et finances d'entreprise, la trésorerie de la boîte, j'ai géré mon cash burn pendant. Parce que la boîte, elle était rentable quand tu l'as revendue d'ailleurs, ou elle Non, était encore en non, cash non, burn? en cash burn, Ok, cash burn, c'est quand tu perds de l'argent tous les tous mois. les mois. Et c'est souvent le cas des startups dans la tech, je précise, parce que les entreprises qui sont en phase de très forte croissance, c'est pour ça qu'elles ont besoin de gros financements. C'est parce qu'en général, effectivement, elles ont plus de coûts que de rentrée d'argent. C'est ce qu'on appelle le cash burn. Donc du coup, il y a quand même des enjeux importants de gestion de trésorerie Donc ça, tu as dû apprendre sur le tas, j'imagine aussi, à gérer la trésorerie de ta boîte. Pour autant, ça fait pas de toi un expert en SCPI. Euh, Du donc, tout. euh, donc ouais, tu as éprouvé le besoin de d'osser ton niveau de jeu. Et du coup, là, tu t'es auto-formé un peu. Et quelles a été tes ressources pour te former? Je me suis abonné à une newsletter dans le monde de la finance, Ouais, laquelle? euh, Snowball, Ouais. donc je trouvais ça super, super bien fait. Ensuite, Yoann Lopez, que j'ai reçu dans le podcast. Hein, alors, j'ai plus le numéro de l'épisode, mais je le mettrai en description si vous voulez réécouter l'épisode que j'ai fait avec Yoann. ouais, donc non, la newsletter était super bien faite. Ensuite, avec les business angels, donc les différentes conversations que j'ai pu avoir, beaucoup de lectures. Tu achètes des bouquins, tu as les magazines. Avec mon cofondateur, on faisait les meetings ensemble. Tu discutes avec énormément de banquiers aussi Hmm. pour t'aider. Mais tu as besoin d'augmenter ton niveau. Après, moi, ma philosophie, c'est simple, c'est de me dire, j'ai tellement galéré à gagner ça que j'ai pas envie tout de suite de le laisser à quelqu'un qui le gère. Tu vois, je vais d'abord comprendre Hmm. comment il va le gérer, qu'est-ce qu'il va faire avec. Donc, ça Et veut dire donc, que le sujet t'intéresse quand même, tu vois? Parce qu'il y a des gens que ça intéresse pas du tout et ouais, qui délèguent totalement la gestion de leur argent. non, le sujet m'intéresse parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des nouvelles problématiques à gérer et des nouveaux sujets au quotidien. En fait, j'adore l'apprentissage. Et donc, moi, je pars du principe que c'est nouveau pour moi, bah, il faut que j'apprenne. Et qu'est-ce que je dois faire? Et donc, ce qui t'aide aussi, c'est comme on était deux cofondateurs, bah, les questions qu'on se posait, on se les posait ensemble. On Hmm. rencontrait les gens ensemble. Et donc, c'était assez facile après de se dire, ah, mais t'en as pensé quoi? T'y vas pas? Ok, bon, si on y va quand même à deux. Et ça t'aide dans les réflexions. Alors, j'ai deux directions que j'ai envie de prendre dans ma tête, ça se mélange. Donc, je vais prendre cette direction-là. Euh, Est-ce que, avant même, tu vois, de te poser la question, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je place mon argent, il y a eu cette question de euh, dépenses versus épargne slash investissement. Hmm. Quel ratio et qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que tu as pris comme décision si tu t'es posé la question en ces termes-là? Bah écoute, depuis, j'ai pas vraiment élevé mon niveau de vie, hein. Pas beaucoup plus. C'est-à-dire, bah, je te disais, je suis devenu propriétaire, donc j'ai acheté un appartement à Paris. Tu l'as acheté Euh, cash? non, bah, comme je te disais, hein, tu fais des leviers, hein.
Mais c'est le mieux, en fait. Moi, je trouve ça dommage de dépenser 100% de ce que tu as directement, sachant qu'avec le restant, tu peux faire d'autres investissements qui peuvent Bah oui. t'apporter à côté. Non, mais les gens Donc, qui nous écoutent et qui sont pas sur YouTube n'ont pas vu que j'avais fait bravo avec mes mains. Non, mais effectivement, voilà, c'est une bonne logique, en tout cas, effectivement, de pas forcément acheter cash. J'ai un épisode, d'ailleurs, qui est sorti. Alors, c'est difficile dans ma tête pour moi parce que au moment où on enregistre, il n'est pas sorti, mais au moment où on va diffuser l'épisode, mon épisode sur quand on a les moyens, est-ce qu'on achète cash ou à crédit? Quand on a les moyens d'acheter cash, hein, parce que, évidemment, quand on n'a pas les moyens d'acheter qu'est-ce qui en ressort? Tu peux spoiler ou pas? Non, il faudra l'écouter. Mais en gros, c'est l'épisode de la semaine dernière. Voilà, je pense que c'est comme ça, la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Ça dépend de plein de facteurs. C'est pas aussi simple que ça. Si on a une logique purement financière, t'as tout à fait raison. C'est pas très intéressant d'acheter cash. C'est bien, mais il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et toi, tu vas être dans la typologie de gens qui, pour moi, ont accès à des opportunités d'utiliser leur argent. Et donc, t'as plutôt intérêt à avoir un max de liquidité parce que t'as beaucoup d'opportunités. À l'inverse, il y a des gens qui se retrouvent, par exemple, avec des héritages, mais qui sont pas dans l'entrepreneuriat, pas dans le business, qui n'ont pas moultes opportunités à saisir avec leur cash, et pour lesquels peut-être que ça va être peut-être un petit peu plus intéressant d'acheter Ça dépend en aussi cash. du montant que tu as sur ton compte, ça dépend de tes projets, ça Exactement. dépend du niveau de vie que tu as, ça dépend d'énormément de choses, mais oui, je te Tout ça, je rejoins. l'évoque dans mon épisode, donc voilà, tu pourras Ah bah écoute, je vais l'écouter, ouais. Donc, quelle proportion de ton argent tu t'es dit, je vais le garder, je vais me faire plaisir? Je me suis pas fait encore de gros cadeaux. Écoute, là, ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui. Ah bon, je me suis fait plaisir avec l'appartement, hein, comme tu Ouais. as pu le comprendre. Je me suis fait plaisir avec l'appartement. Tu peux nous donner le Mais montant de l'appart? bon, c'est un peu compliqué. D'accord, oh là 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 là. Moi, je parie que ça dépasse le million. Je parie qu'on est entre 1 million et 1,5 million. C'est mon... Ouais, tu veux que je te donne la surface? Je te donne la surface. Allez, ça va être ça. 73, non, c'est 73 mètres carrés. Il est bien l'appart, il est sympa en plus. Ok. Mais je pense que ça vaut quand même 1 million. Je reste sur 1 million. T'as la surface, tu peux prendre les mètres carrés. De toute façon, bon, c'est pas trop compliqué, hein. Ok. Mais ouais, donc l'appartement, les vacances, ben j'adore voyager. Morgane, elle adore voyager, donc vous êtes fait un beau voyage? Ouais, on s'est fait beaucoup de beaux voyages. Tu vois, on est parti en Inde, on est parti en Islande, on est parti en Écosse. Mais alors, je suis curieuse, tu vois. Ton niveau moyen d'un voyage avant, c'était quoi, tu vois? Et là, quand t'es parti en vacances, genre, par exemple, aujourd'hui, moi, c'est difficile pour moi. J'ai jamais fait un voyage où je dépensais plus de, à titre personnel, 3-4 000. 3-4 000, c'est déjà... c'est déjà des beaux voyages. C'est déjà 25% de plus entre 3 et 4 000, mais bon. Et tu vois, l'idée de dépenser 15 ou 20 000, aujourd'hui, clairement, c'est pas que je peux pas, mais ça me semblerait absurde par rapport à mes priorités de vie de le faire. Mais je suis assez curieuse de savoir le jump que tu as fait entre les voyages d'avant et les voyages d'après. 0. Ah ouais, c'est cool ça. En fait, si tu veux, on voyage juste plus, ouais. Mais je me fais pas des voyages en mode jet set et tout ça, quoi. Tu vois, on est parti en Laponie pour 4 personnes, ça nous a coûté 7 000 € et après Même, sur place. T'as jamais voyagé en business? Non, j'ai jamais voyagé en business. Ah, tu vois, c'est marrant quand même. Ouais, ok. Non, alors attends, j'ai fait Eco Plus, Premium Plus ou un truc comme ça? Ouais. Ouais, Eco Plus, c'est Leclerc. C'est le premier prix de la marque Leclerc, je crois. Non, Premium Plus, ouais. Non, j'ai jamais voyagé en business. Eco Premium, je crois, on dit ça un truc. Mais ouais, Eco Premium, je sais plus, tu vois, j'ai juste fait ça quand on était en Inde. Mais franchement, c'était super bien, on a apprécié. Mais sinon, non, je me suis jamais dit je vais payer une classe business 3 fois ou 4 fois le prix, ou voire plus, pour faire X heures d'avion, quoi. Non. Et qu'est-ce qu'il faudrait
Est-ce que c'est une question de montant? Est-ce qu'il y a un montant de gain au-delà duquel tu te dis, ouais, là, je serais confortable de prendre un billet en business. Pas forcément de prendre à chaque fois que tu voyages des billets en business, mais au Ouais. moins une fois, tu vois. Non, mais je pense que c'est pas une question de montant. Hmm. Tu C'est une vois, question de quoi, selon toi? parce que en fait, clairement, franchement, j'ai la chance d'aujourd'hui de pas avoir cette question-là. Si j'ai envie de le faire, je le fais à chaque voyage et je le sens pas passer. Tu vois, et j'en suis conscient que c'est une chance, mais c'est plutôt une philosophie. En fait, ça Hmm. m'embêterait. Ça m'embêterait de le faire. Je sais pas si tu l'as eu ça dans avec d'autres personnes dans le podcast ou pas, mais C'est la première fois qu'on a ce c'est. type de conversation que je vais aussi loin, tu vois. J'ai vraiment... Aujourd'hui, je suis dans un mood où j'ai décidé de te cuisiner. Oh bah Donc, écoute, non, mais je moi je te trouve ça cuisine. intéressant en plus de discuter de ces sujets-là qui sont généralement tabous, donc non, je trouve ça bien. Mais non, c'est juste, t'es pas dans ma philosophie. Parfois j'y pensais pas. Ouais. Mais ouais, j'ai pas élevé le niveau de mes voyages. Tu vois, je me suis pas dit, je vais faire des voyages à 10 ou 20 000 euros. Non, par contre, je me suis dit, bon, je vais me faire un permis bateau si j'ai envie de louer des bateaux de temps en temps. Hmm. Je me loue des bateaux. Bon, j'ai fait la navigation, là, les 2 heures, mais il me reste le code à passer. Franchement, ça fait un an. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je me mette dessus. Mais je m'y mets pas, je prends des dates, j'y vais pas. Donc, franchement, cata. Mais, mais sinon, ouais, pour se faire plaisir, écoute, ça a été les voyages, ça a été l'appartement. J'ai envie de me prendre une belle voiture aussi, tu vois, une Ouais. belle C'est voiture quoi pour toi une familiale. belle voiture? Tu vois, c'est Un- marrant. Je ouais, pense que un si je te beau. demande pas le modèle, les gens vont se dire belle voiture, Porsche, Ferrari, et là tu places le mot familial, et tout d'un coup, Ben, la voiture de après je te sport. dirai c'est quoi ma voiture la voiture à laquelle je rêve. Je te dirai après. Vas-y, maintenant Non, mais vas-y, dis-moi ce que t'as dis-moi. acheté comme voiture. Non, 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 je veux savoir ce que toi t'as acheté comme voiture. Alors, pour l'instant, rien, justement. Mais tu vois, je voulais la belle voiture de sport et tout. Et qu'on a su qu'on allait avoir le bébé, on s'est dit, moi, la voiture de sport, déjà à Paris, une voiture, tu vois, il faut s'en servir. Donc, nous, c'est plutôt pour les week-ends parce qu'on Mm. bouge pas mal. Mais je me suis dit, deux voitures, bah, ça sert à rien. Donc, la voiture Mhm. de sport, bah, je l'oublie. Et ça va être un beau SUV. Donc, non, j'aime bien le GLE, le Mercedes GLE, le X6 de BMW, le Q8 de Audi, le Porsche Cayenne. Ok, Euh, ça reste quand même, c'est quoi? C'est des voitures à 150 000 à peu ouais, près? exactement, ouais, c'est Ouais, ça. T'es ok. dedans, ouais. Ok, donc ouais, c'est le modèle SUV, mais ça reste. Ça aurait été le prix de ta Porsche en fait, c'est juste que tu veux le mettre dans un autre. Ouais, elle aurait été un peu plus chère quand même, hein. Ok. Ah ouais, Ouais, t'aurais pris le modèle. tu prends une belle 911. Mais tu me cites des C'est. trucs, moi. Tiens, je fais du placement produit aujourd'hui. Parce que si vous voulez un épisode sur les voitures aussi, j'en j'en ai fait un il y a longtemps. Je crois me souvenir que c'était l'épisode 35, mais alors là, j'ai aussi peu de mémoire. Mais donc, ouais, non, moi, les voitures, c'est pas mon truc. Alors, mon rêve de voiture, maintenant. Après, voilà, tu vois, si je gagnais 5 à 10 millions, peut-être que je reverrais mon rêve un petit peu à la hausse. Mais aujourd'hui, moi, j'aime bien les Volkswagen. Donc, Laquelle? bah pareil, tu vois, un SUV familial. Donc moi, j'irais vers le Tiguan. Tiguan, voilà, T-Cross, des trucs comme ça. Après, je connais pas, tu vois, je connais pas les Audi, c'est le même groupe, mais je connais pas les modèles en Audi. Je sais même pas si je me lancerais sur un modèle Audi, tu vois. Mais voilà, probablement que la Tiguan avec les très confort et tout, elle est peut-être à moi, neuf, ça m'intéresse pas, mais donc en occasion récente, elle est peut-être à 40 000 balles, tu vois. Donc Ouais, aujourd'hui, c'est mon rêve, quoi. c'est déjà une très belle voiture, hein. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, j'ai vu le Bah, nouveau, ouais. j'ai vu le nouveau modèle là passer à côté de la maison avec des belles jantes noires, couleur noire. Franchement, elle était belle. Donc voilà, c'est le rêve de bagnole. Donc, quand même, t'as fait la bagnole. Est-ce que t'as fait la montre? Je vais faire la bagnole. Je vais Tu faire. vas J'ai faire pas la encore bagnole, fait. pardon. Ouais. Non, tu vois, là, on a eu les affaires pour le bébé. Là, on s'est dit qu'on devait acheter le siège auto. Parce que toutes les semaines, bon, je vais pas te faire un autre placement de produit, mais toutes les semaines, on loue une petite voiture à côté de la maison et on se dit, bon, ce serait quand même bien qu'on ait notre voiture, justement, parce qu'on a déjà un budget déplacement pour les voitures en location. Donc, Hmm. on se dit, oh, autant avoir la nôtre, c'est d'avoir un plus grand confort. Là, bon, je peux te dire le nom de la voiture, on s'en fiche là, non? Oui, Non, oui, totalement. on loue la petite Fiat 500, tu vois. Elle est mignonne, elle est sympa, Ouais, mais le chien, plus le siège bébé, plus les valises dedans, non, là, ça passe plus. Franchement, dans la petite Fiat 500, ça passe plus. ouais, Donc je voilà, suis on s'est dit que d'accord. le SUV, ça pouvait être pas mal. Je suis d'accord. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de dons. Ouais. La question de donner de l'argent à ton entourage, elle s'est posée
Quand tu as eu l'argent, avant que tu aies l'argent, Ouais, avant. En fait, je savais que si le jour où j'allais réussir à vendre la société, avoir un succès, Mmh. je savais que j'allais le faire. C'est-à-dire que c'était même pas une question, quoi. C'était ça m'arrive, je le fais. Et tu l'as fait ou pas depuis? Ah bah ouais, en fait, le jour même. Ah. La vente, elle s'est faite. Le jour même, j'ai fait les donations. Tu as appelé la banque, tu as dit: «Bon, bah, je veux donner à ma mère est-ce que tu es à l'aise de donner les montants ou pas là? Ben, moi, oui, mais c'est plus compliqué pour eux OK. parce que je sais pas si eux, ils le souhaitent. Mais C'est bon, c'est des montants à 5 ou 6 chiffres? Parce que c'est ce que j'imagine à peu près, tu vois? Que tu as pu donner, mais t'as les deux parce que ça dépend. ouais. À qui? Ouais, ça dépend frère ou sœur, tu vois, père ou mère. Pas de distinction entre les deux, mais plutôt par rapport à ce que je te disais ou à un certain niveau. En fait, par exemple, frère et sœur, tu peux donner 15 si tu souhaites donner plus. Donc c'est 15 par frère ou sœur, et si tu veux donner plus, après tu es taxé dessus. Ouais. Donc tu vois, tu te dis, ok, ben, je donne ça, je rajoute un petit peu. Ok, pour les parents, c'est ça, mais je peux rajouter un petit peu derrière quand même. Mais je dis, je décide de payer un peu les impôts supplémentaires. Mais donc, t'as les deux, j'ai fait les deux. OK. Et est-ce que tu as reçu des sollicitations, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui s'attendaient à recevoir de l'argent, qui n'ont pas eu, Non, franchement, ils sont fichés. Bah, après, ils étaient contents, tu vois. Ils sont super contents, mais ils étaient plus contents pour moi, quoi. C'est de se dire, on t'a Mmh. vu pendant 6 ans galérer, à pas dormir, à travailler d'arrache-pied sur ta société, où tu te dis parfois, ben, je vais faire un succès, et le lendemain, tu te réveilles le matin, tu te dis, oula, là, c'est compliqué, je sais pas ce qui va se passer. Donc, quand tu vois après que ton proche réussit, bah, t'es plus content pour lui. Donc, franchement, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une famille qui m'a accompagné, mais tout le long de la boîte. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et le jour où c'est arrivé, ils étaient plus contents pour moi. Et quand je leur ai annoncé la bonne nouvelle, ils m'ont dit on est super contents, mais t'es pas obligé, quoi. Tu vois, nous, on est contents pour toi. Et je dis je suis content pour nous, quoi. Est-ce que, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont la crainte qu'on leur réclame de l'argent. Est-ce que tu penses que ça peut changer la perception que, tu vois, tes proches vont, enfin, est-ce que tu penses que ça peut changer les attentes que tes proches vont avoir? Par exemple, Mhm. si tu vas, tu quoi? Tu as un frère, une sœur? Tu Ouais, combien de frères? non, j'ai un frère. Ouais, alors un frère. Imagine, tu vois, tu vas prendre, allez, tu te fais un resto avec ton frangin. Est-ce que tu crois que ça va changer ses attentes vis-à-vis de, bah, tu payes l'addition à la fin? Ou si vous partez en vacances en famille, tu vois, est-ce que ça peut changer le niveau, ou par exemple les cadeaux que tu peux leur faire à Noël? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir ce niveau d'attente, ou est-ce que toi, tu projettes ça sur eux et les choses, tu vois, ont un peu changé depuis que tu avais ces sommes-là sur ton compte en banque? Ouais, non, c'est une super bonne question. Je pense, ouais, c'est une super bonne question. Euh, j'ai la chance qu'ils attendent rien de moi. Par contre, moi, j'ai toujours envie de faire plaisir. Hmm. C'est-à-dire que je préfère toujours payer. Mais c'est assez surprenant parce que justement, ils refusent. Bon, allez, 70-80% du temps. Tu vois, moi, je vais directement, tu vois, je prends ma carte, je vais pour payer. Je suis pas à un resto près, quoi. Je suis content. Ça me fait plaisir. Et en fait, tu sens qu'ils veulent pas, quoi. C'est ok, nous, tu vois, nous aussi on travaille, on a nos revenus, on peut se faire plaisir. C'est bien, on est content de dire ce que tu as fait pour nous. Non. Et donc je me mange souvent des non. Après, parfois j'insiste, tu vois. Parfois j'insiste où je vais directement, je fais genre je vais aux toilettes, je paye. Mais, euh, mais ouais, moi j'ai l'impression que j'ai l'effet contraire. C'est-à-dire j'ai l'effet où ils veulent plus me faire plaisir pour montrer que t'as pas besoin, quoi. Ils ont peut-être peur pardon, ils ont peut-être peur, eux, d'être dans la position du profiteur. Tu vois, celui qui, Non, faudrait que tu leur franchement, poses la question pour savoir, mais. ouais, bon, je pense pas. En tout cas, j'ai pas cette impression-là du tout. Hmm. C'est pas trop tabou chez nous et donc non, franchement, je pense même pas. Tu vois, ils ont toujours déjà voulu me faire plaisir, même avant. Tu vois, je suis le petit de la famille. Mon frère, il a 8 ans de plus que moi, et c'est lui qui m'achetait déjà tout à l'époque. Donc, il avait déjà cette culture de cadeau. Tiens, prends mes habits. Tiens, j'ai acheté avec mon salaire le dernier iPod. Prends-le. Donc, il y avait déjà cette culture-là qui était en place. Et je pense qu'ils l'ont juste gardé. Et c'est juste que parfois, tu vois, même parfois, je viens au point de leur dire, vous,
vous savez, j'ai gagné un petit peu, quoi. Laissez-moi payer, c'est pas grave, quoi. Après, je sais plus quoi faire de mon argent, vous êtes chiant, oh là là. Vous me rendez service, en fait. Non, mais c'est vrai, parfois, t'en es presque à ce point-là. Hmm. C'est de leur dire, mais ça me fait plaisir, moi, ça me change pas grand-chose. Donc, c'est plutôt l'effet inverse que moi je vois, en tout cas auprès de la famille. Après, au niveau des amis ou de la perception qu'on a de moi, écoute, j'ai pas l'impression. Après, je reste le même, franchement, argent par argent, je reste le même, quoi. Tu vois, ce que je te disais, j'ai pas non plus changé mon niveau de vie de malade, même si je me fais plaisir parfois. Euh, pour moi, l'argent, c'est une chose, ça te permet d'être plus serein, en tout cas d'un point de vue financier, mais en aucun cas, ça me permet de me mettre au-dessus de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est de l'argent. Tu vois, j'ai réussi, tant mieux d'un point de vue financier, mais déjà le succès, c'est pas que l'argent. Tu vois, le succès, ça peut être tellement de choses. Tu vois, moi, j'admire les personnes, par exemple, les sportifs. Moi, je voulais être sportif à la base, je voulais être pro. Hmm. Donc, j'admire les personnes qui réussissent dans le sport et qui réussissent à passer leurs limites. Tu vois, quelqu'un qui a fait le Mont Blanc, l'Everest, bah, je suis devant lui, ou devant elle, je me dis waouh, quoi. Incroyable. Et donc, c'est ma philosophie. Donc, je pense pas. Non, franchement, en tout cas, j'ai pas l'impression. Peut-être les personnes qui me connaissent un peu moins bien disent waouh, incroyable, c'est génial. Mais sinon, les proches, ils ont pas cette vision de moi, en tout cas. Tu m'offres une transition sur le sujet de la famille, de ton background. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'environnement dans lequel tu as grandi? Donc, tu disais que tu venais d'une petite ville dans l'est de la France, en Moselle. Ouais. Et dans ton storytelling aussi, c'est intéressant parce que tu dis que bah, c'est une ville où le taux de chômage est Élevé, ouais. particulièrement élevé, donc il dépasse les 30%. Apparemment, tu viens d'une famille plutôt ouvrière. Ouais. Et donc, pour autant, bah, tu as fait, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, hein, tu as fait quand même des études supérieures, brillantes, dans des grandes écoles, etc. Moi, je suis intéressée pour savoir quelle est la culture, qu'est-ce que tu penses avoir comme héritage culturel autour de l'argent, de la part enfin, Ouais, de ton enfance venant de ton expérience, de ton enfance. c'est une bonne question. Alors, comme tu as dit, hein, si tu es avec un taux de chômage assez élevé, taux de pauvreté assez élevé, après, même si mes parents étaient dans la classe ouvrière, la chance que j'ai, c'est que j'ai manqué de rien. Tu vois, donc ça, c'est une des chances Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? que je peux avoir. Ma mère ASH, donc agent de service hospitalier, Ouais. donc en maison de retraite. Tu connais le métier ou pas? Non. Tu vas aider en gros les personnes âgées au quotidien, donc tu vois, tu as les C'est infirmiers les... et, Ouais. et Tu fais les toilettes, tu fais tu fais les toilettes, tu fais le ménage, le tu ménage, fais ouais. l'aide des personnes âgées, tu vois, tu fais un petit peu toutes les tâches quoi, dans la maison de retraite. Ouais. Et mon père travaillait sur des chantiers, donc ouvrier sur des chantiers. On appelle ça monteur. Donc il montait dans les usines les machines. Ils sont à la retraite, tes parents? Mon père est à la retraite depuis quelques années. Maintenant, il se concentre sur le jardin. Et non, ma mère, il lui reste quelques années encore à travailler. Ok. Et t'as pas envie de l'aider à prendre sa retraite anticipée? Je pense qu'elle pourrait. Après, tu vois, il y a aussi, avec toutes les années qu'elle a cotisé, ben, tu te dis, ben, autant Hmm. arriver à la fin de mes années pour réussir à débloquer le maximum, tu vois, parce que au-delà de ce que moi je peux apporter, ce que je peux faire, tu as aussi de te dire, ben, j'ai travaillé, j'ai cotisé, donc je vais prendre les 100% de ce que je peux toucher à ma retraite. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Après, tu as la vie active, c'est aussi intéressant. Tu as des collègues, tu vois, tu les vois au quotidien, ça te force à sortir, à faire des activités. Après, je suis pas non plus dans sa tête, donc c'est à elle de faire ses calculs, de voir ce qu'elle a envie, Hmm. quoi. Et dans ta famille, la gestion de l'argent, c'était, tu vois, est-ce qu'on parlait d'argent à la maison? Est-ce que tes parents épargnaient? Est-ce que tes parents ont investi d'une quelconque manière que ce soit? Euh, Pas d'investissement. Épargner le faisait, mais après, j'ai jamais eu les chiffres, j'ai jamais vraiment su, hmm. tu vois. C'était assez tabou, tu vois. Je demandais pas à mes parents, ouais, là, t'as combien sur le compte en banque et le lendemain, t'as combien? Donc, non, Donc là-dessus, ils en parlaient pas, tu vois, ils avaient pas jamais. des discussions de budget devant vous, ce genre de choses. Jamais, jamais. Ouais. Donc franchement, là-dessus, c'est même pas que je veux pas répondre, c'est que j'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu penses que ça...
Parce que même si on parlait pas d'argent chez toi, il y a forcément, tu vois, il y a forcément un héritage informel. Euh, Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce que t'avais pu, tu vois, construire comme culture money en ayant effectivement ce cadre familial dans lequel on parlait pas beaucoup d'argent. Ouais, c'est une bonne question. Bon, c'est profond, donc il faut que je puise là, il faut que je réfléchisse, hein. Il faut que je réfléchisse. Non, il n'y avait pas cette culture d'argent. Comme je t'ai dit, je manquais de rien, tu vois. Mhm. Donc là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Franchement, je les remercie encore. Je suis content. Euh, Après, qu'est-ce qui m'a motivé? Je pense que c'est une ambition personnelle, tu vois. J'avais envie de faire quelque chose de grand, j'avais envie de réussir, et c'est pour ça que j'ai remonté ma nouvelle boîte aussi, tu vois, pour faire encore mieux Mm. qu'INC. Euh, Peut-être la télé. Alors c'est une question que je vais te poser aussi, mais tu vois, est-ce que venant d'une cité, quand je voyais la télé, tu vois, dans MCM, les grosses voitures ou autres, est-ce que c'est pas ça qui me donnait envie? Je pense que Mm. je peux pas te dire, je sais pas. Vu qu'il n'y avait pas cette culture d'argent à la maison, j'avais envie de réussir, mais c'est personnel et en fait, au-delà de l'argent, ce qui m'intéresse aussi au quotidien, c'est de développer mes compétences continuellement. J'ai envie de me Mais voir progresser. tu vois, par exemple, c'est tes parents qui t'ont dit mes garçons, faites des études, faites des études, faites des études. Ou est-ce que c'est toi, t'as vite compris que, en fait, c'est soit t'allais à l'usine, enfin, soit tu faisais des études, soit t'allais à l'usine. Tu vois, Ouais, ouais. je prends des raccourcis, Ouais, tu hein. prends les raccourcis là. Mais Là, sinon, on en a pour 3 heures. euh, mes parents m'ont jamais poussé à faire des études. Donc, en fait, une des chances que j'ai eues dans mon éducation, tu parlais de culture, de valeurs. Ouais. Une des chances que j'ai eues dans l'éducation, c'est ils m'ont dit, fais ce que tu veux de ta vie tant que tu es heureux. Donc, franchement, j'aurais pu leur dire, je monte une boulangerie, euh, je sais pas, je deviens jardinier, je deviens ébéniste, quel que soit le métier. En fait, ils s'en fichaient, quoi, ils s'en foutaient. Ils m'ont dit, à partir du moment où tu es heureux et toi, tu peux faire ce que tu veux. Ce qu'ils me disaient, en fait, c'est issu de l'immigration, des deux côtés. Ils me disaient, nous, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire, on avait 13-14 ans, on me disait, t'arrêtes l'école et tu vas travailler. Pour toi, c'est ce métier-là. T'as pas le choix. Ta sœur, ton frère vont faire ça. Toi, tu fais ce métier-là. Toi, tu vas être secrétaire. Toi, tu vas être femme de ménage. Toi, tu vas être ouvrier. Ils avaient pas le choix à l'époque. Et donc, ils m'ont dit, vous avez la chance d'avoir le choix. Et donc, choisissez. Mais faites ce que Donc vous avez envie. donc c'est hyper important déjà comme message. Ah bah C'est ouais, mais vous avez le choix. vous avez le choix. Et tu vois, et en plus, ce qui était incroyable, c'est que j'avais pas de pression. Ils mettaient pas de Mm. pression à dire tu dois être le top étudiant, tu dois être le meilleur, tu dois faire une grande école. Non, non. C'est, tu veux arrêter au bac, t'arrêtes au bac. Tu veux arrêter en... Alors, ils me poussaient quand même pour avoir le bac, quand même. Tu vois, ils me poussaient quand même pour avoir le bac. Mais après le bac, franchement, ils s'en fichaient, hein. Si je leur avais Euh, dit, je vais travailler, je vais être ouvrier, je vais faire un tour du monde, et franchement, vraiment, ils s'en foutaient, quoi. Et Tant que je sois heureux. t'as fait des études à bac+5 et pour autant Ouais, euh, 6, j'ai fait 6 années même. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais. pour autant, ça n'a pas été une évidence. Les études pour toi, c'était pas forcément un amour de. Non, c'était Tu pas un vois, amour, franchement. Mais en fait, la problématique c'était que pas la t'as, love story, quoi. du tout. La problématique que t'as, c'est collège et lycée, tu choisis pas tes matières. Lycée un petit peu, parce que tu vas choisir tes options, mais tu choisis pas vraiment tes matières. Et ça, c'était frustrant pour moi. C'était très frustrant. En plus, je voulais être pro, tu vois, ce que je te disais dans le sport. Donc, pour moi, ma vie, c'était le sport. J'allais tous les soirs faire du sport. J'étais en sport-études athlée. Ensuite, le soir, j'avais basket. Donc, en fait, j'avais envie de réussir dans le sport. Donc, franchement, autant me dire que les cours d'histoire, à l'époque, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. J'ai fait quand même du rattrapage depuis, tu vois. Je me suis chopé comme pas mal de bouquins pour rattraper cette culture. Mais non, à l'époque, c'est pas ce que j'aimais. Et en fait, où j'ai commencé à kiffer les études, c'est à partir de la fac, parce que j'ai pu choisir mon parcours. Et quand je suis rentré en DU TTC, tu as énormément de matières, donc ça va de la compta au commerce international, au marketing stratégique, aux mathématiques. Et donc là, tu as un vaste champ, et là, tu peux choisir après dans quoi tu as envie de te spécialiser. Et c'est là que j'ai commencé à kiffer les études. Et je voudrais du coup aller explorer la deuxième voie dans laquelle je suis pas allée tout à l'heure. Euh, Est-ce que cet argent que tu as reçu, ça a changé quelque chose ou je vais poser la question autrement.
quelle nouvelle problématique ça a fait émerger au sein du couple? Bah écoute, zéro. Parce que j'ai été transparent dès le début, m'a connu là-dedans. Écoute, zéro. Vraiment, il n'y a jamais eu de problématique. Ça n'a jamais été un sujet. Est-ce que vous avez une gestion séparée de l'argent Ouais. ou ok. Et du coup, tu as peut-être juste augmenté ton niveau de contribution aux dépenses communes? Oui, c'est exactement, c'est ça, quoi. Ok. Mais Où ça a je la- été naturel pour toi de le faire, les discussions autour de ça? Ou peut-être tu l'as fait sans que vous ayez de discussion autour de ça? Non, il n'y a pas vraiment eu de discussion. En fait, ma philosophie, c'est simple. C'est si on a besoin de quelqu'un, si c'est des gros montants, prends ma carte. Si c'est un peu le train de vie au quotidien, bah, je te laisse prendre la tienne. Mais il n'y a pas de question, tu vois, on regarde pas, on calcule pas. Moi, mon but, c'est juste qu'on manque de rien et en fait, on fait avec le niveau qu'on a et vu la chance que j'ai eue et comme je te dis, je suis conscient, bah, moi, je trouve que c'est normal qu'il faut que ça vienne plus de moi, quoi. Et Mais surtout, par exemple, tu vois, l'appart, tu l'as acheté toi? Ou vous l'avez ouais. acheté à votre Non, là, nom celui-là, c'est moi. Après, on aura d'autres Ok. projets communs, mais Ouais. celui-là, pour l'instant, c'est moi. Ok. Donc ouais, vraiment séparer pour l'instant les patrimoines. Moi, je sais que tu vois, je suis tombée enceinte, nous, on a des discussions, enfin des réflexions qui évoluent en permanence sur qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui est à nous. Et ça a fait C'est vraiment normal. évoluer les... Bah oui, oui, enfin, ça a fait évoluer les discussions sur potentiellement tu vois, la mise en commun. Donc on a quand même toujours une gestion que je trouve assez séparée de notre argent. Mais avec de plus en plus la question qui vient de voilà, qu'est-ce qui est commun quand t'as une famille, il y a encore plus de dépenses qui sont communes et de toute façon, Ouais. on a finalement assez peu de choses qu'on fait séparer l'un de l'autre. Donc, ouais, enfin, voilà, c'est... Non, mais pour te donner un exemple, tu vois, par exemple, tous les restaurants ou autres, c'est moi. En fait, je peux pas demander à ma femme de dépenser le même niveau que ce que moi je dépenserais, tu vois. C'est pas Ça, possible. ça Et, effectivement. et donc, en fait, de base, J'imagine bien. Je sais pas combien elle gagne, mais en tout cas, elle a peut-être pas reçu 5 à 10 millions sur son compte. bah, ouais, de base, donc tu vois, la question pour moi, elle se pose même pas, tu vois. Pour moi, c'est même pas Mhm. un sujet. Bon, c'est normal que ce soit moi. Tu vois, c'est pour le bien de la famille. Moi, je suis content, pas que pour moi, je suis content pour ma famille. Euh, et ça rentre dans cet aspect-là. Et donc, pareil, tu vois, si on doit faire une grosse dépense, bah, c'est normal que ce soit ma carte. Si tu as les vacances, ben, encore parfois, elle refuse, elle prend quand même. Mais même souvent, elle me dit, ah, mais j'ai pas besoin, moi aussi, je travaille, quoi. Et elle m'envoie balader. Mais sinon, oui, tu vois, il y a ma carte et j'y prends ma carte, quoi. Elle est là, vas-y. Est-ce que, avant que tu sois plus confortable financièrement, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es fait des vraies frayeurs? Tu vois, où tu as pris des risques financiers un petit peu plus importants, ou alors au quotidien, tu vois, des moments où tu as été à découvert, ça t'a fait Ouais. un peu flipper, ou tu vois, est-ce que tu as connu ces moments-là? Non, parce que je prenais pas de risque financier avant d'avoir gagné de l'argent. Donc j'avais pas, à part mon crédit étudiant, tu vois, j'avais pas d'énormes dettes. Donc en fait, c'est pas une problématique. Je me levais pas le matin en me disant, oula, est-ce que ce soir je dors encore dans l'appart ou je dors ailleurs? Donc non, j'avais pas cette problématique-là. Et est-ce que la chance, tu vois, que je pouvais avoir aussi, c'est bah, si j'ai une problématique, bah, tu vois, maintenant j'avais ma femme. Si j'ai une problématique, bah, il y a mes parents, il y a mon frère, ma belle-sœur. Euh, non, j'avais pas cette pression-là. La seule pression que j'avais, c'est de me dire, putain, j'ai travaillé autant d'heures, je me suis autant donné, et finalement, si tout tombe, mais franchement, c'est vrai qu'on dit que c'est jamais perdu. Tu vois, si tu arrêtes ta boîte, même après 4 ou 5 ans, tu auras toujours appris. Mais dans ces moments-là, tu te dis, ça m'empêterait vraiment d'avoir perdu 5 à 6 ans sur ma boîte. Les premières années, surtout quand tu te payes pas beaucoup, tu as les 2 3 premières Ouais. années, et tu dis, si ça s'arrête à ce moment-là et j'ai passé énormément d'heures, franchement, moi, ça me saoulerait, quoi. Mais Et pourtant, c'est le j'avais pas, cas de la mais, majorité ouais, et en des plus, fondateurs de startups. ben exactement. Et encore, tu vois, parce que c'est bénéfique pour eux à la fin, parce qu'ils vont trouver un super beau travail, ou ils vont remonter une boîte et ils vont avoir un succès dans la boîte d'après.
Donc finalement, ton échec, c'est un apprentissage continu qui te permet toujours en fait de réussir si tu te donnes les moyens, quoi. Mais moi, je fais partie d'un... J'avais pas monté un projet tech, mais à la sortie de mes études, j'ai monté une boîte aussi. Et 1 an et demi, 24 mois plus tard et 30 000 euros en moins plus tard, cette boîte est allée au tapis, effectivement, et ça a été incroyable d'apprentissage, et je m'en suis remis de ces 30 000 euros. Il y avait Et eu sur t'as ces appris un 30 tas de 000 choses. euros... Ouais, en gros, il y avait eu 10 000 euros de manque à gagner que j'ai jamais touché, d'arriéré de rémunération de la boîte, et 20 000 euros que j'ai dû rembourser d'un prêt d'honneur que j'avais eu qui était non garanti. Avec quoi? Avec le Euh, réseau Entreprendre? Tu l'avais eu, ce prêt d'honneur? avec non, à l'époque ça s'appelait Oseo. C'était Ah, un ça me réseau parle, ça. aussi, mais Oser. Si, Oseo. ça me Non, parle. Non, Oseo c'est l'ancien nom de la BPI. Mais c'était un autre réseau. Mouv'J? Non. Non? Mais c'était le même type que Réseau Entreprendre, mais c'était pas le Ok. Réseau Entreprendre. Mais, euh, mais effectivement, voilà, j'avais eu un prêt de 20 000 euros que du coup j'ai dû rembourser. Je me suis dit, bah tiens, moi j'avais pas de prêt étudiant, bah voilà, c'est mon prêt étudiant. C'est ce que je me suis dit à l'époque, tu vois, effectivement, et j'ai remboursé sur 6 ans. Et ils sont hyper arrangeants parce que j'avais pu faire À moduler mes. différer. Ouais, j'avais pu. Normalement, c'était 5 ans, puis je crois que je l'ai remboursé sur un peu plus de 6 ans parce qu'il y a eu des périodes où je gagnais moins. Et en fait, je leur envoyais mes fiches de paye et ça passait en commission. Et 5 jours après, ils me disaient, bah voilà, l'échéance qu'on a décidée, c'était toujours très correct, les décisions qu'ils prenaient. Donc, c'était assez cool. Du coup, je suis pas allée au. On n'a pas le fin mot de ce que tu as fait des choix d'investissement. Moi, je suis assez curieuse de ce que t'ont dit les business angels. J'ai envie de voir si je serais d'accord, tu vois. J'ai un avis, j'ai envie d'avoir un avis sur la question, même si tu me l'as pas demandé, évidemment. J'ai envie d'avoir un avis sur ouais, quels sont les conseils qu'ils t'ont donnés. Quels sont ceux que tu as trouvé hyper pertinents, peut-être ceux que tu te dis ouais, je vais peut-être aller demander d'autres conseils Mhm. ailleurs. C'est quoi les conseils qu'on t'a donnés? Et après, la question que Ouais. j'aurai après, mais voilà, c'est finalement, tu vois, c'est quoi? Enfin, t'as décidé de quoi pour ton argent? Voilà. Bah, Mais d'abord, je suis intéressée par dire c'est quoi les conseils qu'ils t'ont donnés, quoi. ouais, non, dans les conseils, c'est déjà fait le tour des personnes et discute avec différentes personnes pour les différents investissements qu'ils ont pu faire. Ok. Ensuite, c'est réfléchis à est-ce que tu as une personnalité, est-ce que t'as le goût du risque ou pas. Ouais. Quel est le pourcentage que tu veux mettre à risque versus combien tu peux gagner versus qu'est-ce que tu mets en non risqué. Ouais. Tu as l'inflation qui est de X%, ça c'était plutôt les banquiers d'affaires qui disaient bah, tu as l'inflation de 5, 6, 7%. Donc Ok. il faut que tu trouves des investissements qui te permettent à minima d'être ISO. Ensuite, il Ce qui est pas faut... forcément vrai, parce qu'en réalité, en fonction, enfin, si tu veux du sans risque, tu battras jamais l'inflation. C'est Et compliqué, ouais. bah oui, ça dépend quel Mm. niveau de risque tu vas avoir. Ouais, Mais tu vois, on reprend ton exemple tout à l'heure du 70-30. Le garantie ne bat jamais l'inflation. Enfin, ouais, c'est une ouais, bien sûr. règle. Ouais, non, mais c'est C'est une la règle base, hein. immuable, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. Non, bah, je suppose que t'as quand même mis un peu sur des supports garantis, quoi, ou ouais, j'ai mis plus sur ou des moins, super garanties. Après, qu'est-ce que ou tu as d'autre quasi. aussi comme conseil? Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Donc, il faut vraiment que tu fasses un split entre les différentes typologies d'investissement. Donc, même si c'est du non risqué, il faut pas tout mettre au même endroit, tu vois. Pareil Aussi pour d'un les... split entre les banques, c'est Ouais, ça tu peux qu'ils ont dit. splitter entre les banques, au moins avoir deux différentes banques. Ça peut aider aussi sur différents aspects. Qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil? Après, sur l'immobilier, tu vois, je me suis fait mon propre avis parce que quand j'ai vendu, après, je faisais à peu près 2 à 3 visites par jour d'appart. Ouais. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses sur l'immobilier, d'éviter de faire certaines erreurs. Tu vois, quel type d'immobilier je veux faire? Est-ce que c'est une rentabilité directe ou c'est du patrimonial ou est-ce que je me dis, ok, ben, je perds de l'argent aujourd'hui, mais ce bien, il perdra jamais de valeur parce que c'est à Paris ou parce que c'est dans une grande ville? Ou est-ce que je me dis, j'investis en province plutôt et ça peut se rentabiliser à ISO, mais le bien prendra moins de valeur? Tu as ce type T'as de questions. décidé quoi alors finalement? Ouais, les deux. Les deux dans la strat, tu vois. Pareil, toujours sur la stratégie de diversification T'as des investi risques. alors jusqu'à présent ou c'est encore Non, t'as non, pas encore un... non, j'ai investi, hein. Là, j'ai fait pas mal d'IMO.
Ok. T'as Donc la investi ligne. où du coup? Bah, j'ai investi dans Paris, j'ai Mhm. investi aussi dans l'Est, dans différentes villes, quoi, que je Ouais, connais des un zones petit peu. que tu connais, ouais. Ouais, des zones que je connais un petit peu. Après, tu me C'est quoi, c'est parlais du locatif classique que tu fais du LMNP, ouais. Ouais, ok. Après, qu'est-ce que tu as aussi? Tu me disais mes investissements, ben, j'ai investi dans des fonds d'investissement. Ouais. Donc j'ai investi dans Xange et dans le Galion, qui sont deux beaux fonds français. J'ai investi dans des startups. Alors, Euh, du coup, juste, quand tu as investi dans les fonds, donc ouais. Xange et Galion, là, on est d'accord que dans ces fonds-là, tu décides pas où va ton argent. Non, c'est-à-dire que tu investis tes LPs, on appelle ça LP, c'est Limited Partner. Tu mets de l'argent dans ce fonds-là, eux, ils ont un fonds, un véhicule d'investissement, et ils ont leur thèse d'investissement. Et Ouais. donc, ils vont investir, admettons, dans 10 sociétés par an, 10-12 avec leur véhicule, et eux, ils choisissent les sociétés. Ils peuvent te contacter s'ils ont des questions sur un deal pour avoir ton avis, mais en aucun cas, tu prends une décision. C'est-à-dire que tu es Ouais. juste consulté à titre informatif. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ces deux fonds-là? C'est ceux qui t'avaient soutenu chez Ivancy ou Même rien à pas. voir? Non, non, même pas. Non. Non, c'est plutôt relationnel, le fit. J'ai regardé aussi ce qu'ils avaient réussi dans leur précédent fonds. Leur Euh, track record? ouais, le track record. J'essaye d'éviter de donner des mots anglais parce que j'en mets dans toutes Ouais, mes ça m'a fait phrases. marrer de le placer. Et, Je t'avoue. ouais, donc j'essaie, tu vois, parfois je réfléchis, je me dis, bon, j'ai parlé d'ARR avant, je vais pas rajouter du track record ou autre. Non, Donc, mais soyons je- clairs, le monde de la tech et a fortiori le monde du marketing de la tech, c'est un milieu de jargon à n'en plus finir, quoi. Mais donc, tu as analysé leur track record. Mais en plus, ça veut rien dire, tu vois, parce que c'est pas parce qu'ils ont réussi dans leur précédent fonds qu'ils vont réussir dans leur nouveau véhicule. Mais bon, ça te montre en tout cas comment ça a été managé, les performances à Non, l'époque. enfin, oui et non. C'est un bon indicateur de la qualité de leur analyse. Oui, mais Est-ce t'as du que mouvement. est-ce que T'as c'est du- une garantie? Non, absolument pas. Non, c'est Mais pas une je veux garantie. dire, si effectivement sur une durée assez longue, tu vois Douze ans qu'ils ont un bon généralement, track tu vas record, sur 12 ans. ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, donc ça valide quand même leur méthode d'analyse des projets et la façon dont ils prennent leurs décisions sur leurs décisions d'investissement. Bien Donc, sûr, mais après, t'as des c'est mouvements en pas interne. inutile. Tu vois, tu peux avoir des mouvements en interne, Effectivement, tu peux avoir effectivement. En fait, des nouveaux analyses, des nouveaux VC, une nouvelle ouais. direction. Le marché peut changer. Tu vois, les valos peuvent être élevés, après elles diminuent, et donc qu'est-ce qu'on fait dans les tours de table d'après? Combien de millions et de fonds d'investissement? Tu vois, est-ce que la thèse c'était du seed par exemple, et on se rend compte que finalement maintenant la stratégie a changé, il faut que ce soit de la série A. T'as plein de choses qui peuvent arriver à intervenir. Et toi, c'était quoi tes critères de choix du coup? Bah, Alors, c'est tu dis qu'il juste, y avait de l'affinité. Toi, tu j'ai préférais regardé le faire track du record. seed, tu préférais faire. Alors, dans les fonds, j'ai regardé le track record. Ouais. quand même. Ensuite, j'ai échangé avec d'autres copains business angels pour savoir s'ils rentraient avec moi au capital. Ouais. Donc pour voir si ça les intéressait. On a fait un benchmark de différents fonds aussi. Le fit a beaucoup joué. La notoriété du fonds aussi. L'expérience que moi j'avais eue avec ces fonds-là, même s'ils n'avaient pas investi dans ma boîte, ça a joué également parce que je les connaissais déjà bien. Et après, faut faire des choix. Donc T'es ça, courtisé quand tu as fait ce genre d'exit, t'es courtisé par les fonds ou un peu plus que ça non, franchement, pas plus que ça. Ok. Non, parce qu'ils ont des beaucoup plus gros poissons que moi. J'imagine. Non, mais j'imagine qu'ils font Ok. pas qu'ils fonctionnent pas avec. Ils ont pas 10 millions à investir chaque année, quoi. Non, voilà, ils ont des plus gros profils d'un point de vue financier. Euh, Et du coup, t'as mis combien tu peux dire combien t'as mis chez eux? en centaines de milliers d'euros, ouais. Ok. Mm. Et donc, pareil, tu vois, ça te fait un placement. Après, dans les startups, je mets des tickets entre 25 et 50 000 euros. Ouais. Si j'ai un coup de cœur, tu vois, je peux mettre 100 000 euros, mais c'est vraiment si j'ai un gros coup de cœur, quoi. Et tu le fais. Tu t'as investi dans combien de boîtes en direct pour l'instant? Pour l'instant, j'ai investi dans deux startups, un véhicule immobilier. Donc, j'ai investi dans, dans Animage, j'ai investi dans Sohan, j'ai investi dans le fonds immobilier de Roof. Et sinon, j'ai mis dans le Galion et Xange. Et les deux projets que tu as fait en direct,
Euh, est-ce que tu les as fait, t'y aller seul? C'est des dossiers qu'on t'a soumis toi? Ou est-ce que grosso modo, on t'a appelé et on t'a dit est-ce que tu veux participer et t'as analysé le truc, etc. Est-ce que... Que du réseau. Ouais. Mais t'y es pas allé seul du coup? Non. Ok. Je vois ta tête. Alors, vous voyez pas sa tête, mais le body language en dit long. C'est-à-dire, non, je me sens pas encore de prendre une décision tout seul et d'y aller tout seul sur un deal. Non, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas Mais analyste, je suis c'est hyper honnête de le pas... dire. C'est pas parce que tu as réussi ta boîte que ça fait de toi un bon analyste Ah, pas du tout. Non, non. financier, quoi. Après, Ok. tu vois, je peux avoir mes idées, je peux avoir mon avis, je peux connaître le Évidemment. secteur et ça peut aider Évidemment. à prendre une décision. Mais tu vois, même les professionnels, les analystes et les investisseurs qui sont en full time dessus, tu vois ce que tu disais sur 10 boîtes, ils disaient Ouais. qu'ils ont envie d'en réussir une seule, une pépite, quoi. Donc, Ouais, moi, tu c'est as pas mon l'humilité métier. de te dire j'ai pas la compétence pour analyser les dossiers, donc je fais mon analyse et j'y vais quand d'autres gens en qui j'ai confiance y vont. C'est un Et, peu ça le... exactement. Donc, pas mal de private equity sous différents formats, de l'immobilier locatif en direct. J'imagine que tu as placé ton argent sur des supports plus classiques, etc. Aujourd'hui, tu as un conseiller, toi? Il y en a un que tu as choisi ou tu es toujours un peu en mode je verrai au gré des circonstances, je prends encore des avis à droite, à gauche Non, non, pour l'instant, je le fais moi, hein. Ok. Ouais, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'avoir un gestionnaire de patrimoine ou autre. Pour l'instant, je le fais moi en direct et en plus, j'aime bien. Donc, Alors, combien est-ce que tu as réinvesti dans ton nouveau projet? j'ai mis 100 000 euros dans mon nouveau projet. De ma poche. Ouais. Ouais, 100 000. Ok. Et tu le montes seul ce projet ou tu as aussi un associé? Non, Ou j'ai pris plusieurs? 2 cofondateurs. Ok. Donc, j'ai pris Guillaume, qui était mon CFO chez Ivancy, qui m'a aidé à vendre la boîte. Donc, c'est mon bras Ouais. droit. Et donc, il est devenu COO et cofondateur de Zelic. Et Victor, qui était CTO et cofondateur de Pumpkin, qui est devenu CTO et cofondateur de Zelic. Pumpkin, c'était pas une boîte dans la finance perso, justement? Si, exactement. Un concurrent de Lydia qui avait été revendu à Crédit C'est Mutuel ça, ouais. Arkea. Ouais, voilà, ça me dit quelque Et chose. donc, nous, on est 3. On est 3 cofondateurs dans ce projet-là. On a tous les 3 investi dans le projet. Vous êtes au même Euh, niveau de part? non, c'est J'allais dire d'equity. d'equity. Ouais. Non, non, c'est plus moi qui ai porté le projet au début. Ouais, J'ai investi plus aussi que mes 2 cofondateurs. ouais. Donc, voilà, j'ai un peu plus de pourcentage. Mais c'était important pour moi qu'on soit tous les 3 cofondateurs de la boîte. Tu vois, quand je leur ai demandé de me rejoindre, donc à la base, on parlait de CTO, COO sans le rôle de cofondateur. Et je leur ai dit, je vous mets cofondateur. Ça, c'est même moi qui ai poussé le statut de cofondateur. Ça veut dire que ils ont acheté... Est-ce qu'ils ont acheté leur part ou est-ce qu'ils ont fait un apport en nature... Enfin, j'allais dire... en compétences qu'on appelle dans le jargon... Alors, je sais plus si en nature ou en industrie, d'ailleurs, mais Alors oui, bref. ils ont acheté les parts, mais c'est au nominal. Parce que comme on a démarré la société Ok. ensemble, tu vois, on était... Oui, mais vu que tu mets 100 000, potentiellement, s'ils veulent un minimum de parts, ça représente quand même des sommes à 5 chiffres pour eux. Donc, c'est pas tout le monde qui a des sommes à 5 chiffres. Oui, oui, oui. Après, t'es sur du 4 du 4 et 5 chiffres, ouais. Hmm. Bon, ils pouvaient se le permettre. Ok. On n'a pas parlé des impôts. Là aussi, t'es dans le genre, t'as dû flipper. Non. Euh, Ouais, bah t'as plusieurs choses, hein. Bah vas-y, je te laisse poser la question. Non, ma question, c'est pas tant combien t'ont pris les impôts, mais c'est plutôt de savoir quelles ont été tes réflexions. Tu vois, quand tu t'es dit, oh là là, j'ai tout cet argent, qu'est-ce que t'as Ouais. pensé à ce moment-là vis-à-vis des impôts? Bah t'y penses, ouais. T'y penses. Euh, Plusieurs choses. Première des choses, je me dis, le système français m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que on a eu beaucoup d'aides pour développer notre startup. Il y a eu BPI, tu vois, il y a eu beaucoup de suivi. Il y a eu le crédit Le d'impôt chômage au recherche, il y début, a le hein, JEI, le c'est une aide. chômage Hein. que j'avais pu avoir Ouais. au début. Donc, tu as Dont quand j'ai même beaucoup. bénéficié aussi quand je me suis lancée. Voilà, donc tu as quand même beaucoup d'aides.
Donc tu te dis, c'est normal qu'il y en ait. Après, c'est vrai, quand tu vois les montants, tu te dis, voilà, la flat tax, elle est à 35% de ce que tu as gagné. Si tu prends en direct, après, tu peux faire des montages ou tu peux mettre sur une 30. holding. 30%. Non, à la fin, tu es plutôt à 35, hein. Tu es plutôt à 34, quelque Alors, il doit chose. y avoir autre chose que Oui, la en flat fait, tax. Parce que la flat tax, elle est à 30, mais il y a peut-être... t'as des ajouts. T'as des petits ajouts qui. Et finalement, ça dérive un petit peu. T'es plus à 34 que 30, hein. Ok. J'aurais bien voulu avoir mes 4% en plus. Mais ouais, donc t'as ça. Mais Donc tout le tu monde te n'a pas dis, payé plusieurs millions d'euros au fisc. ouais, Puisque de bah, toute façon, on parle en millions. Parce que 30% de... Si on dit que c'est entre 5 et 10, t'as forcément payé au moins 1 million au ouais, fisc. donc voilà, tu te dis, c'est une certaine somme, c'est beaucoup. Donc tu te dis quand même, c'est beaucoup. Après, Ouais. la question que je me suis posée, c'est, j'aimerais quand même bien savoir ce qu'ils font avec l'argent. C'est-à-dire que, Mm. ok, tu donnes ce montant-là, mais qu'est-ce qu'ils en font? Tu vois, t'aimerais bien avoir une visibilité sur à quoi ça a servi. Dire, ok, ben, avec ton argent, j'ai fait les routes, avec ton argent, j'ai fait des parcs, j'ai fait ça. Donc, ce qui me manque, je trouve, aujourd'hui, c'est une visibilité sur où mes impôts vont, quoi. Alors, Ce que en j'aurais aimé. vrai, ce site, j'ai appris qu'il existait et qu'ils l'ont construit. Où va mon argent? Et je crois que Mais j'ai jamais jeté un coup d'œil, tu vois. Ben non, mais moi non plus, en fait. Tu vois, je te le dis. Et le jour où je l'ai su, je me suis dit, faut absolument que j'aille voir. Tu te Et rappelles le nom? honnêtement, si tu tapes dans Google où va mon argent des impôts, et puis tu vas trouver une source officielle. Et donc voilà, Dorian est en train de le faire en direct, vous l'entendez. Et Ouais, en fait, j'avais vu deux, trois infos. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était combien coûte. Par exemple, là, tu apprends effectivement combien ça coûte à l'État de scolariser un enfant en fonction des âges. ouais. J'allais accoucher à ce moment-là et je me rappelle avoir appris combien coûtait à l'État un accouchement, en fait, je crois que c'est 2600 euros que ça coûte à l'État à chaque fois qu'une femme donc est prise en charge à la maternité. Euh, En moyenne, hein, évidemment, une césarienne Ouais, bien coûte plus sûr. cher C'est plus cher. un accouchement classique, etc. Bah, tu vois, Mais c'est hyper voilà. intéressant, mais c'est vrai que j'aimerais savoir où ça va, Mm. exactement. Tu vois, Mais en c'est gros, pas. même des proportions, tu vois, effectivement, combien va à la santé, combien va à Ouais, l'éducation, combien à c'est ça. l'entretien de nos routes, combien Ouais. va à la justice, etc. Ceci dit, enfin voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, je pense que, enfin, à chaque fois que je me dis ça, je me dis, mais Delphine, en fait, l'info, elle existe, c'est juste que tu prends pas le temps de chercher Bah parce que écoute, je vais je suis, regarder, ouais. je suis sûre qu'il y a, bon, au-delà de ce site-là, je suis sûre qu'il y a des gens qui, depuis très longtemps, vulgarisent le budget de l'État. Déjà, normalement, n'importe quel citoyen a accès au budget, enfin, tu vois, au financement du budget de l'État. Mais en fait, je me dis, voilà, bah, je suis comme tout le monde, en fait. Je vais juste pas chercher l'information qui doit être quelque part. Mais... Est-ce qu'elle est digeste? Je peux pas te dire, mais je suis sûre qu'elle est quelque part, en tout cas. Bah, je vais regarder, on pourra en reparler. Je vais regarder. Donc, non, moi, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me dis, voilà, c'est quand même conséquent. Qu'est-ce qu'ils en font, où ça va, un peu plus de transparence, tu vois. Bon, ça existe, mais bon, peut-être c'est pas assez communiqué, ou Mm. on peut peut-être l'améliorer, avoir un peu plus de visibilité. Après, tu compares à certains pays, tu te dis peut-être dans certains pays, il y a un peu plus d'avantages. Peut-être se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution intermédiaire qui peut exister? Certes, à la holding, après, tu as un système de réemploi, faut encore avoir le temps, tu as 2 ans, et tu dois réemployer 60% de ce que tu as gagné. Donc, tu as un montage à faire entre tu fais une holding, entre tu prends en perso, qu'est-ce que tu fais. Mais voilà, c'est ce que je m'étais posé comme question, en tout cas par rapport aux impôts. Pour le réemploi, ça veut dire que il te laisse 2 ans pendant lesquels tu n'as pas d'imposition. Et au bout des 2 ans, en fonction de ce que tu as fait de ton argent, là, tu as la T'es taxation qui tombe. t'es Ou, imposé légèrement. ok, donc tu as déjà une espèce d'acompte Ouais, t'es imposé, qui mais est, très qui est très prêt. légèrement, donc franchement, Ok. c'est pas mal. Mais après, donc, tu dois réemployer 60% de ce que tu as gagné. Je crois que ça a changé très récemment, là. Mais en 2 ans. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps, tu vois, de faire ton réemploi, de quand tu investis ton argent. Et il faut pas te tromper, tu vois, on revient à la peur du début, de se dire, Ouais. t'as l'argent, qu'est-ce que t'en fais? Ok, j'ai 2 ans, je dois réinvestir 60%, où je les mets, Mais et te précipiter, alors, quoi. pour préciser aux gens, le réemploi, c'est que donc tu as 2 ans pour Ouais, réinvestir cet argent, mais dans des entreprises de ton côté seulement, ou je crois que ça concerne que les entreprises de ton côté, mais t'as différents types de projets où tu peux faire ton réemploi. Après, il faut regarder en ok. détail, tu vois, je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas fiscaliste.
Ouais. mais tu as différents types de projets que tu peux avoir. Ok. Et bon, là, juste pour simplifier les choses. Et donc, si tu remploies, du coup, tu es exonéré plus ou moins totalement, pas forcément totalement. En général, tu as quand même la Mm. CSG, CRDS, mais plus ou moins totalement si tu réinvestis dans l'économie. Mais j'imagine que la question pour toi, c'est attends, entre le gain d'imposition que je vais faire, donc en gros, entre l'avantage fiscal et le risque que je prends à côté, Il faut, finalement, tu vois, quel est le. Encore une fois, et la question n'est pas simple. Quel niveau de risque Parce que si tu mets 60% en se disant, ah ben c'est génial, sur 60% de mes gains, je peux, entre guillemets, éluder légalement l'impôt. Mais si c'est pour mettre 60% de ces gains à un niveau de risque qui est très élevé, bah en fait, peut-être que ça vaut mieux passer par la case impôt, tu vois. il faut pondérer, ouais, il faut voir le temps que tu as, il faut voir le goût du risque, est-ce que tu as des projets dans lesquels tu peux investir. Ce que tu disais, ça dépend d'énormément de choses, hein. Mais ouais, tu dois faire ce calcul-là. Ça dépend de tes projets perso aussi. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin de l'argent ou tu n'en as pas besoin? Si tu n'en as pas besoin, potentiellement, Hmm. tu le laisses dessus, tu fais ton réinvestissement et tu gardes le strict minimum en perso. Ouais, je crois que c'était dans une des newsletters de Snowball où je l'ai lu quelque part, ou Finari, je sais plus, qui disait dans un des articles que sur ton compte en banque, tu peux garder 6 mois de salaire. Et après, tout le Hmm. reste, en fait, tu le réinvestis. Ouais. Après, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Moi, je dis vraiment, ça dépend de la situation de chacun et de son aversion ou appétence au risque. Mm. Tu vois, la personne qui est fonctionnaire, qui a des revenus ultra prévisibles et qui a une sécurité de l'emploi, même si c'est une flippée de la vie, il n'y a aucune raison qu'elle ait le même montant qu'un entrepreneur. Tu vois, comme moi, j'ai plus aucun droit au chômage parce que je les ai épuisés au début de mon entrepreneuriat. Moi, le seul filet de secours que j'ai, c'est ma famille et le RSA, quoi. Ouais. Donc, forcément, moi, j'ai un niveau d'épargne sur mon compte qui est supérieur à 6 mois. Et puis, moi, je fais une double précaution. Voilà, j'ai sur mes comptes perso et sur les comptes de ma boîte. Mais oui, et ça dépend de chacun. Et, et, ok, du coup, j'ai les derniers, tu vois, sujets globaux sur lesquels j'ai envie de te poser des questions, c'est ta nouvelle boîte. Euh, c'est quoi le nouveau niveau d'ambition du coup? Parce que tu fais ton premier projet, tu le revends à plusieurs dizaines de millions. C'est quoi l'ambition du deuxième projet? Pareil, tu veux faire un exit là aussi? Tu te dis, dans quelques années, je veux faire un Ça, exit? ça pourrait arriver, mais c'est pas ce que je vise aujourd'hui. En tout cas, pas à court terme, pas aussi rapidement qu'Ivancy. Pourquoi je me suis relancé? Premièrement, tu vois, j'avais plus de 100 employés, et je me pose la question, est-ce que je suis capable d'en gérer plusieurs milliers? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, c'est, ok, j'ai réussi sur le marché européen, est-ce que je suis capable de réussir aux États-Unis? Donc, tu vois, c'est un challenge en plus. Troisièmement, je me dis, on parle souvent des boîtes américaines et peu souvent des boîtes françaises qui réussissent à l'international. Et en fait, j'ai envie d'être parmi ces boîtes-là. Euh, Hmm. et la dernière chose, c'est que l'influence marketing, c'était pas une passion. J'adore les sales. J'adore le côté commercial, j'adore vendre. Franchement, c'est un truc qui m'amuse au quotidien. Donc, je veux réussir dans un secteur qui me passionne. Et donc, je me suis relancé pour ça. Donc là, l'ambition que j'ai, c'est de créer le prochain Centaure. Tu vois, je l'affiche même sur mon LinkedIn. Centaure, c'est quoi? C'est une Ouais. boîte qui fait 100 millions de chiffres d'affaires, donc d'ARR. 100 millions d'ARR. Je connaissais pas le. C'est le bébé licorne, quoi. Bah, la licorne, c'est une boîte qui a 1 milliard de valorisation, mais tu as des Ouais. boîtes qui ont 1 milliard de valorisation avec 20 millions de chiffre d'affaires. Ouais, voilà, ok, Euh, pardon, ouais, t'as raison. Donc là, c'est c'est 100 100 millions millions d'ARR que je vise. RR. Ouais. Ok. Et donc, je vise cette boîte-là, une très très belle croissance, devenir pas une des plus belles boîtes françaises, mais une des plus belles boîtes au monde. Donc, je mets les ambitions aussi euh, dans le projet, tu vois, au quotidien, on les véhicule avec l'équipe, avec la levée qu'on a pu réaliser de 5 millions d'euros en très peu de temps. On a cette ambition-là de réussir sur le marché international et de devenir la meilleure solution sales au monde. Voilà, Qu'est-ce que donc fait Zelic? Est-ce que tu peux ouais, m'en dire un petit peu plus? on a créé un outil à destination des commerciaux. Et en Ouais. fait, un commercial aujourd'hui, il perd 55% de son temps à faire de l'admin. L'admin, c'est quoi? C'est chercher un contact, enrichir le contact, créer des tâches, faire ses séquences, envoyer ses mails à la mano, créer son système de template,
appeler la personne directement au téléphone, rater des appels parce qu'elle n'a pas le bon numéro de téléphone ou parce qu'elle n'a pas regardé les intentions d'achat de la personne. Et donc, Zelix, qu'on va permettre de faire, c'est ton copilote. C'est ton copilote via l'IA. Et donc, tu arrives chez Zelix, tu te connectes, toi, tu es commercial et tu as besoin de vendre un directeur marketing. Tu vas te connecter à ton CRM, on va voir les types de comptes que tu targetes, que tu cibles, et en fonction des comptes que tu cibles, on va enrichir automatiquement ta base et on va te rajouter des leads qui correspondent en fait à ta cible. Une fois que tu as ces leads-là, tu as le bon numéro de téléphone, le bon mail, on va te permettre de créer des séquences de mails, d'appels, de LinkedIn, de SMS ou de WhatsApp pour contacter tes prospects sur tous les moyens possibles de communication. Donc Une fois que tu fournis aussi les contacts. on fournit, Tu ouais, bypasses toute la recherche de lead du commercial. on clean ton CRM, on enlève les duplicata. Parce que Ensuite, j'allais dire, en fait, il y a déjà... là, tu me parles vraiment de commerciaux à l'ancienne. Dans l'absolu, tout ce qui est séquence, il y a des CRM pour ça. ouais, bien sûr. Mais la mise à jour, tu veux dire, en fait, la mise à jour du CRM représente effectivement quand même En fait, certain... les séquences de mails existent. Tu as des outils qui le font très bien. Ensuite, tu as des outils qui te permettent d'appeler aussi, des outils d'appel. Ouais. La problématique que tu as aujourd'hui quand tu es un commercial, c'est l'intégralité de tout. En fait, tu vas utiliser 10 solutions. Tu vas utiliser un outil où tu vas acheter des leads, où ton sales ops ou ton manager il va le faire. Ensuite, quand tes leads, tu les as, tu te rends compte que la qualité elle est pas bonne, tu vas devoir les enrichir. Donc, tu vas Mhm. payer généralement 2 ou 3 autres logiciels, tu fais de la cascade. Ensuite, tu vas devoir payer ton CRM, où tu vas être dessus. Ensuite, Mhm. tu vas devoir payer ton outil de communication d'appel. Ensuite, tu vas payer ton outil de mail. Tu vas payer tes salariés qui vont te construire des listes. Tu vas acheter des listes, des bases externes. Et en fait, tu t'en sors plus. Et ton commercial, il te coûte ton outil, juste ton outil, 5 000 € par an. À utiliser différents outils qui ne fonctionnent pas Mm. ou qui te prennent du temps. Et donc, nous, tu n'auras plus besoin d'utiliser autant d'outils et de payer 5 000 € par an par commercial. Tu auras une licence mensuelle qui va varier en fonction des fonctionnalités. Et tu arrives et tu te dis, bah, automatiquement, j'ai la bonne personne à contacter au bon moment, avec le bon pitch, avec les bons canaux de communication. Et en plus de ça, Zeli qui nous montre comment on se comporte par rapport au marché. Est-ce qu'on est meilleur que nos confrères ou pas? Et donc, tu as un outil clé tout en main. Donc, tu as un outil américain qui s'appelle Apollo.io qui ressemble à ce qu'on veut faire. Un autre outil qui s'appelle Seamless.ai. Et après, tu as Salesloft et Outreach qui sont des outils de prospection pour des commerciaux. Et donc, nous, on a l'ambition de regrouper toutes ces solutions en une seule pour devenir leader de notre marché. C'est là que je vois que ça fait quelques années que je suis sortie du milieu tech parce que tous les outils que tu me cites, je les connais pas. Moi, je suis restée sur HubSpot, Salesforce, etc. Alors, Tu vois. ouais, Mais alors nous, on va se Salesforce, connecter. Hein. On va se connecter à ces logiciels-là. On ne veut pas les remplacer. C'est-à-dire, ça, c'est des CRM. Nous, on vit en amont. Ouais, Mais compliqué on de fait, remplacer Salesforce. Enfin, c'est beaucoup d'ambition, en tout cas. franchement, c'est possible. C'est possible parce que Salesforce, c'est devenu un ERP. C'est compliqué à utiliser. Il faut des intégrateurs. Tout à fait. Ça Mais, coûte énormément d'argent. Donc, franchement, c'est possible. mais ça veut dire que tu vises un marché plutôt TPE, PME? Enfin, tu Ouais, vois, où... exactement, c'est ça. Ouais, ok. Et est-ce que c'est une stratégie un peu à la Slack où tu rentres sur un marché de petites entreprises En et PLG, en en... product-led grosse. Oh là. Ouais, Et après... Vas-y, redis-moi ça. non, PLG, c'est product-led grosse. C'est une stratégie à la Slack. C'est en Ok. gros, ton user, il rentre dessus, il utilise la plateforme gratuitement et après, il peut payer et continuer d'utiliser Non, avec un c'était pas système à de ça que je clients. pensais. Ok. C'était au fait de... En fait, ils se sont développés sur un marché des petites boîtes. Et un jour, ils se sont dit, OK, ben, on va essayer de se développer là sur des segments de marché plutôt ETI et grosses boîtes. Mais au début, les fonctionnalités qui marchent pour une petite boîte sont pas nécessairement celles dont a besoin une grosse boîte qui a 1000, 2000, 3000 collaborateurs et plus dans le Ouais. monde. Et ils ont adapté leurs produits aussi au fur et à mesure Mais ils ont du mal, hein. à ça. Tu vois, parce qu'ils Bah, ils se confrontent à Teams ils et ont du mal parce que Teams, qui était un peu en retard à un moment donné à rattraper. à rattraper, a beaucoup investi et s'est dit, bah, en fait, je veux verrouiller ce marché-là aussi pour que personne puisse arriver. Et finalement, Slack est resté sur un marché des petites boîtes et Teams a bien marché. Microsoft a fait un truc plutôt pas mal avec Teams pour une fois. Mais bon, là, on parle tech.
on s'égare. Dorian, et puis je vois l'heure qui tourne, mais j'ai envie de te poser une dernière question un peu marrante. Je m'attends à tout là. Non, elle est pas compliquée celle-là. Mais c'est une discussion qu'on a eue avec mon mec il y a pas longtemps, avec Benoît, sur quelle somme on serait à l'aise d'avoir dans notre portefeuille un cash aujourd'hui sur nous. Et qu'est-ce que t'as répondu? Je me suis dit, je sais pas trop en fait. En fait, c'est plutôt quelle somme je serais pas à l'aise d'avoir dans mon portefeuille. Je pense qu'il faudrait vraiment que je teste pour voir où est le seuil. J'ai pas envie de je veux pas parler de lui et dire des choses qui le concernent lui, mais il a fait ce test avec une somme et voir si il voulait voir l'effet que ça avait, parce que tu vois, après sur tous les livres de Money Mindset, on te dit aussi que en fait quand tu te balades avec une somme en cash, soit c'est la peur, soit au contraire c'est tu te sens un peu tout puissant quoi. Moi j'aime pas. Bah ouais, mais il y a plein de gens qui aiment pas se balader avec du cash, mais tu vois, je serais assez curieuse de savoir la somme avec laquelle tu serais à l'aise de te balader en cash. Tu réponds d'abord, après je réponds après. Est-ce que tu te sentirais à l'aise d'avoir 1000 balles dans ta poche en cash? Moi, ça m'arrive rarement, tu vois. Encore là, il y a peu de temps, j'ai dû retirer 350 € et Ouais. j'aimais pas. Moi, déjà, j'ai quasiment jamais de cash sur moi. Mais tu les as gardés, ces 350 € là? Ou Non, je c'était devais les pour faire un dépenser. paiement dans la foulée? Non, je devais faire un paiement dans la foulée. Ouais, ok, donc tu les as pas gardés. Tu vois, on a fait notre baby shower, gender reveal, l'annonce du sexe du bébé. Je devais acheter un gâteau et d'autres choses à côté. Et donc, c'était pour la journée même. Mais non, j'aime pas. J'en ai jamais sur moi. Franchement, même une pièce d'1 €, tu la trouves pas. Donc tu te sens pas à l'aise d'avoir du cash sur toi, finalement, à peu près. Donc en fait, l'acte de retirer 350 € du distributeur, tu t'es dit, oula, c'est un peu ça quand même. J'ai même plus de carte. Je paye avec le téléphone. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu avais répondu? Bah écoute, moi je pense clairement, après si je raisonne en ordre de grandeur, je pense que je serais assez inconfortable à avoir 1000 € dans ma poche. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a un sweet spot, comme on dit, entre 200 et 300 € avec lequel je me dirais... Parce que quand je retire 20 balles, je regarde pas qui est derrière moi, tu vois, au distributeur automatique. Je pense que si je retirais un montant qui est supérieur à, je sais pas, peut-être 300 €, je serais là en mode... Là, tu regardes, quoi. Et je les mettrais déjà vite dans mon portefeuille. Déjà, ça dit quelque chose, tu vois. Ça dit quelque chose de... je serais pas à l'aise qu'on me les retire. Donc je pense qu'il y a un truc aux alentours de ce montant-là. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il va falloir que je travaille ça. Bah après, c'est des beaux montants déjà, donc c'est normal. Mais ouais. Non, j'ai pas ce sujet. En fait, ça m'arrive très rarement. Donc Bon. Eh ben, restons-en là. Merci Dorian. C'est cool. À toi, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien voir à ce micro, que je cuisine, quelqu'un qui me parlerait d'argent comme ça pendant presque 2 heures? Ouais, je peux réfléchir et t'envoyer des noms de personnes qui ont fait des exits. Je verrais bien Daniel ou un Clément qui... Ouais, si, ouais, je vois bien des personnes pour ton podcast. Je vais t'envoyer des noms où je te fais des intros si tu veux. Avec plaisir. Merci Dorian. Et on peut te retrouver, donc c'est Dorian... Alors, Ciavarella? Ouais, avec le petit accent italien, ouais, c'est ça. C'est quoi pour te contacter, LinkedIn? Bah LinkedIn, je suis hyper réactif. Insta? Ouais, okay. Bah, LinkedIn, moi c'est l'inverse, c'est vraiment celui sur lequel je suis le moins réactive, tu vois. Mais ouais, bah, moi LinkedIn, généralement, tu vois, je regarde les messages, donc je suis assez rapide. Super. Bon, bah si vous avez envie de lui poser quelques questions, c'est sur son LinkedIn. Merci beaucoup Dorian, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et aux auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Que souhaitez-vous en retenir? Prenez l'habitude, après chaque écoute, de noter ce que vous voulez retenir d'un épisode qui est aussi long et aussi dense que celui-ci. Vous serez plus efficace en faisant ça qu'en consommant des heures et des heures de contenu. Pour ma part, voilà ce qui m'a frappé. Le fait que Dorian ait attendu d'avoir beaucoup d'argent
pour commencer à épargner. En l'occurrence, il a attendu de gagner 100 000 € par an pour commencer à mettre de l'argent de côté. Avant cela, l'argent était pour lui un moyen de décompresser en achetant des choses ou des expériences qui lui permettaient de tenir le coup de la dure vie de l'entrepreneur. C'est ce que j'appelle l'effet de récompense. Je travaille dur, donc je mérite de me récompenser en dehors du travail. Le résultat est presque toujours le même, l'argent disparaît sans qu'on sache vraiment où. C'est d'ailleurs le cas de Dorian qui semble dire qu'avec un loyer de 1 200 € à l'époque et un prêt étudiant de 500 € par mois, il était parfaitement normal qu'il ne reste plus grand chose à la fin du mois. Notez aussi comme cela démontre une certaine confiance dans sa capacité à gagner toujours plus d'argent dans sa trajectoire de vie. Dans son cas, c'est évidemment ce qui s'est passé, mais avec pas ou peu d'épargne, c'est non seulement un risque que vous prenez en cas de pépin personnel, mais surtout, on se rend dépendant. Là, en l'occurrence, Dorian s'est rendu dépendant de ses investisseurs, notamment si sa boîte avait besoin de liquidité, tout en se coupant de peut-être toutes sortes d'opportunités qui auraient nécessité qu'il ait du cash. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!